le monde est installé. Donc voilà, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Flavin pour cette matinée des métiers de l'autonomie de cette plateforme. Une plateforme des métiers donc du département qui est heureuse de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous. Il y en avait eu un l'année dernière au mois de juin. De mon côté, donc, je vais animer cette matinée. Voilà, j'ai quitté mon studio de Chérie FM Rodez pour venir ici avec vous et j'en suis ravi. L'objectif, c'est donc de vous donner des pistes de réflexion pour développer l'attractivité de vos métiers, permettre aussi de vous rencontrer, ça c'est important, d'échanger sur vos attentes et puis faire le point également sur les actions de la plateforme. Avant de vous présenter le programme de cette matinée qui nous mènera jusqu'aux alentours de midi et demi, il y aura ensuite le buffet. Mais d'abord, je vais donner la parole à Jean-Philippe Sadoul, conseiller départemental de l'Aveyron et vice-président en charge de l'emploi pour l'ouverture officielle de cette matinée. Jean-Philippe, c'est à vous. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir ici à Flavin. Beaucoup d'entre vous connaissent le site. On a souvent l'occasion de se réunir et de travailler. Souhaitez la bienvenue à accueillir notre intervenante de ce matin, Madame Elisabeth Soulier, anthropologue, donc qui est spécialiste et qui a fait pas mal de parutions sur la génération Z. Donc vous avez une belle matinée de travail à Flavin sur des sujets qui sont très très sensibles pour le département, sur un large champ de compétences du département sur lequel nous intervenons. La moitié des politiques publiques du département sont consacrées, pas forcément à l'autonomie, mais sont consacrées au champ des solidarités. Et donc aujourd'hui, ce matin à Flavin, donc on a souhaité réunir tous les acteurs, beaucoup d'acteurs que je salue. Je vais saluer les partenaires de cette action de la plateforme des métiers autonomie qui a été mise en service en 2022. Ça fait déjà 3 ans que nous travaillons sur ce principe des métiers de l'autonomie. Saluer donc les partenaires cofinanceurs, la CNSA, saluer tous ceux qui œuvrent au quotidien, les collectivités. Saluer donc tous les services d'aide à domicile, les services infirmiers, tous les établissements de personnes âgées, zones de retraite ou autres. Saluer tous ceux qui travaillent, qui sont les partenaires du département au quotidien sur le champ de l'emploi, de l'insertion. Saluer aussi également tous les professionnels de l'enseignement, des lycées et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour faire des formations qui correspondent aux attentes des établissements. Voilà, c'est un sujet sensible puisque dans l'Aveyron, nous avons 5000 salariés qui sont dans les métiers de l'autonomie. Alors, ce qu'on appelle les métiers de l'autonomie, c'est les métiers que vous pratiquez au quotidien, qui sont très utiles. Hier soir, moi, c'est une petite expérience de maire. J'ai inauguré une petite maison d'assistante maternelle, forcément avec des personnes qui œuvrent pour des familles, mais elle est contiguë, elle est dans un local qui appartient à la maison de retraite. Et donc, on a pu voir ce qui se passait entre une maison de retraite, une membre, qu'est-ce qui peut se faire au quotidien. C'est quoi le bénéfice pour nos concitoyens, pour les jeunes parents, mais également pour les personnes âgées, pour le personnel soignant, pour le personnel tout court de l'EHPAD. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, autant de choses à aller chercher, de nouveautés peut-être à aller chercher. Ce que je veux dire ce matin, c'est que c'est pas un parcours facile, c'est un parcours plutôt même difficile. Vous allez parler de la génération Z. Moi, je suis plutôt la génération des boomers, donc vous avez eu ces derniers temps, il y a eu une forme d'opposition entre les boomers et la génération Z, peut-être que ceux qui ont connu le travail à une époque où c'était peut-être plus difficile d'avoir du travail, mais voilà, il y a peut-être une fidélité différente à l'employeur, une volonté de travail. Aujourd'hui, c'est différent. Certainement, il y a des choses à trouver, des choses à mettre en œuvre. Alors, je pense que ce matin, vous n'allez pas résoudre tous vos problèmes. Moi, j'avais toujours dit que ça se ferait en plusieurs temps et sur plusieurs années, des choses qui pourront être utiles. Nous, on travaille sur les métiers de l'insertion au niveau du département. On a fait quelques forums qui connaissent quelques succès. Et ici ou là, on peut aller sur le champ de l'insertion, on peut diriger des jeunes ou des moins jeunes vers les métiers de l'autonomie, sur des métiers qui sont facilement accessibles. Et après, il faut plus de temps. Plus de temps pour former un infirmier, une infirmière, plus de temps pour former un spécialiste. Donc forcément, ça prend beaucoup de temps. On est dans un département assez particulier et on travaille sur des schémas qui sont beaucoup plus lourds. Le schéma de l'autonomie, on vient de s'inscrire sur un démonstrateur, donc on va le délibérer la semaine prochaine au niveau du conseil départemental. On a signé une convention avec l'État, on est appuyé par l'agence régionale de santé, donc autant de volonté, autant de politiques mises en œuvre qui permettront, je l'espère, je le souhaite, il fera des résultats aussi, de se positionner pour être armé pour le futur. Le futur, c'est le défi démographique de l'Aveyron avec beaucoup de personnes âgées, 40% de seniors de plus de 65 ans
à l'aube de 2040. Ça fera beaucoup de seniors, mais c'est aussi tout ce qu'on vit dans notre vie quotidienne d'aujourd'hui, le public auquel nous devons prêter attention. Voilà, tout simplement, moi je suis heureux de pouvoir animer ou du moins participer aux décisions qui concernent ces métiers de l'autonomie, de cette plateforme de métiers de l'autonomie. Souvent on a dit, si on ne fait rien, de toute façon on n'aura pas de résultat, alors autant essayer. Donc ça, c'était une volonté, et compter sur les élus du département, la farouche volonté des élus du département pour travailler sur ces sujets importants et qui concernent la vie quotidienne de tous nos concitoyens. Voilà un vrai défi. Voilà, je sais qu'on sait compter pour voir sur vos forces de travail, votre professionnalisme, quels que soient vos métiers. Et donc, voilà, on est des partenaires, le département à l'avance, et on essaie de vous donner. Alors, forcément, il y a des réponses, il faudra toujours plus d'argent, ainsi de suite. Alors, tout ne dépend pas de Rodez, du conseil départemental, forcément, ce sont des politiques publiques, on connaît la situation de notre pays. Donc, forcément, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais il faut quand même voilà, être toujours optimiste et toujours, en tout cas, être au combat sur ces principes, et notamment sur cette matinée avec cette formule de la plateforme des métiers de l'autonomie. Voilà, je souhaite une bonne séquence de travail ce matin et heureux de pouvoir vous recroiser tout au long des mois qui s'égrènent dans nos années avec le projet du département. Je vous garantis, c'est une belle politique publique. On est fiers de la mener et voilà, on est fiers d'être et que vous soyez à nos côtés aussi. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci, monsieur Sadoul. Merci d'avoir ouvert cette matinée. Alors, une matinée composée de 3 parties. Tout d'abord, la conférence donc, sur le thème de la génération Z au travail, un défi et une opportunité pour votre secteur médico-social. On écoutera Elisabeth Soulier dans quelques instants, anthropologue, conférencière et essayiste. L'occasion de mieux comprendre, bien sûr, ces personnes afin de les motiver pour vos métiers, les fidéliser et puis répondre aux défis de demain. Ensuite, il y aura une table ronde ici même sur les retours des actions de la plateforme des métiers de l'autonomie avec un focus sur une formation-action qui a eu lieu en début d'année pour mettre en avant la marque employeur. On aura l'occasion donc d'en parler tout à l'heure. Il y aura des témoignages aussi d'experts de l'ANAP, l'Agence nationale de la plateforme sanitaire et médico-sociale. On les aura en visio, mais ils nous écoutent déjà depuis leur bureau. On les salue. Il y aura aussi des responsables d'établissements voilà, qui viendront témoigner de comment s'est passée cette formation et les difficultés qu'ils ont eues, comment ils les ont résolues. Il y aura bien sûr derrière ces 2 parties des questions. On espère un échange aussi avec la salle, avec Madame Soulier, avec les experts de l'ANAP, avec également les responsables donc, des établissements. Et puis on terminera cette matinée par une présentation des actions en cours et à venir de la plateforme. D'ailleurs, il y a un questionnaire qui est disponible en ligne notamment. Vous voyez que sur les baies vitrées ici au niveau du café, il y a des QR codes, donc n'hésitez pas à les flasher. Vous pourrez comme ça répondre aux questions, faire un bilan également de ce qui se passe au niveau de vos établissements avec cette expérimentation de la plateforme qui arrive aussi à échéance au mois de décembre, mais qui devrait avoir une suite. Voilà, Séverine Raffi nous en parlera tout à l'heure. Et puis, il y aura ensuite, bien sûr, le buffet pour terminer, pour aussi échanger, réseauter, comme on dit. Voilà donc pour le programme. Je vais donc donner la parole à Elisabeth Soulier pour cette conférence. Vous voulez le micro qui est ici? Voilà. Donc, la génération Z au travail, je vais l'allumer, ça doit être bon. Je vous donne donc la parole. Vous présenter, vous avez fait un diaporama, il y en a pour une petite heure, et ensuite il y aura donc voilà, les questions-réponses avec la salle. Lors de l'événement, l'anthropologue Elisabeth Soulier a partagé son regard sur la génération Z et ses codes dans le monde du travail. Une génération façonnée par le digital qui incarne une véritable rupture anthropologique après l'oral, l'écriture et l'imprimerie. D'abord, sa nomadité. Elle préfère les expériences à vivre plutôt qu'une carrière linéaire. Elle change de métier, apprend en continu et n'hésite pas à démissionner quand l'ennui s'installe. Ensuite, sa tribalité. Un fort besoin d'appartenance et de proximité. Fini l'autorité imposée par le statut. Place à l'autorité de confiance, au partage et à la coopération. Collaborer, coagir, mettre en synergie des différences pour créer de l'intelligence collective, voilà ce qui la motive. Enfin, l'affect.
L'épanouissement personnel passe avant tout. La génération Z veut se sentir bien dans son entreprise, recevoir des feedbacks réguliers et surtout comprendre l'impact de ses actions. Elle refuse les bullshit jobs. En résumé, pour cette génération, le lien et l'instant présent sont essentiels. Un défi pour le monde du travail tel qu'il a été pensé par les boomers, mais aussi une formidable opportunité pour inventer de nouveaux modèles. C'était vraiment très intéressant de comprendre cette fameuse génération Z. Il y a de nombreuses pistes aussi. J'ai vu beaucoup de monde noter parce que dans ce que vous avez dit, forcément, ça donne des pistes justement pour adapter son management dans vos établissements. Alors justement, vous avez Elisabeth Soulier, c'est le moment d'interagir avec elle, de lui poser des questions, de réagir peut-être sur ce qu'elle a dit également. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro ou je vais passer le mien. Alors, je vais venir. Hop. Voilà, peut-être présentez-vous et posez votre question. Wally Tegour, je travaille à l'AFPA et j'ai une question de boomer. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul sur les réseaux sociaux, sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé, comme on a connu avec le tabac, l'alcool, les drogues, etc. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce qu'en termes, on voit des pays qui interdisent aussi les réseaux sociaux ou à partir en dessous d'un certain âge, on voit l'impact négatif. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, peut-être que pour des raisons de santé, on sera moins connecté avec des réseaux sociaux et est-ce qu'il y aura un impact? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec tout ça? Oui, merci pour cette question. C'est tellement important. Les réseaux sociaux et l'usage important que fait cette génération Z des réseaux sociaux est très lié avec la notion de santé mentale. En fait, de cette génération Z, on en parle de plus en plus. J'en parle de plus en plus avec ces jeunes et ces jeunes me disent souvent on nous a mis entre les mains quelque chose qui est pire que de la drogue, qui s'appelle un téléphone portable. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont déjà un peu du recul sur ce qu'ils sont en train de vivre et sur cette forme addictive que représentent les réseaux sociaux, ces fils d'actualité, ces micro-snacking qui mangent tout au long de la journée, ces micro-vidéos qui les nourrissent mais qui ne retiennent pas tant que ça leur attention et qui surtout est très chronophage. Il y a aussi, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est lié au phénomène de haine qui circule évidemment, puisqu'on a vu que c'est une génération émotionnelle, qu'il y a une viralité des émotions et que les réseaux sociaux, évidemment, rendent viral tout phénomène de haine, avec en plus un système, donc on a vu tribal, qui fait que on a des phénomènes de meute, parfois sur les réseaux sociaux, dans le meilleur des cas, pour parfois des choses très belles, mais aussi pour des choses beaucoup moins belles que des phénomènes de haine, mais aussi des propos haineux, des propos racistes, des propos qui ne sont pas respectueux de la personne, et toutes les photos qui circulent. Les photos, les vidéos after sex, etc. Donc en fait, dégradantes pour la personne. Donc cette génération Z, elle a quelque chose, elle me dit, en fait, nous on est tombés dans les réseaux sociaux en naissant, mais ils n'ont pas été éduqués au numérique. Pourquoi? Parce que les générations précédentes ont découvert le digital à fur et à mesure qu'il se développait, mais on ne les a pas éduqués à ça. Je ne suis pas sûre qu'on le fasse encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de dire qu'il va falloir interdire les réseaux sociaux, et c'est peut-être très bien, mais c'est surtout, on ne dit toujours pas qu'on va éduquer cette génération et les générations futures aussi à l'usage du numérique et des réseaux sociaux. D'autant qu'on arrive maintenant avec l'IA, qui va être aussi un autre sujet, parce qu'on va peut-être quitter les réseaux sociaux, l'interdire, mais qu'il va y avoir l'IA et que l'IA va être encore pire. Je viens d'écrire un article justement dans un journal de chercheurs sur l'IA, et on me demandait justement quelle était l'évolution entre les réseaux sociaux et l'IA, parce que la génération alpha, ça va appartenir en tout cas à ces représentations et ces imaginaires, en tout cas ça va façonner ces représentations et ces imaginaires. Donc on ne sait pas ce que ça va faire, mais ce qu'on peut déjà voir, par exemple, et moi je suis très surprise de voir qu'il n'y a encore rien qui est fait dans l'éducation nationale à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui les enseignants subissent le fait que, on en parlait juste avant de venir, que, oui, avec la personne de l'hôtel, elle me disait, mais ma fille, elle devait faire un devoir, et elle a travaillé sur son devoir, mais tous les autres, ils avaient utilisé l'IA.
Et aujourd'hui, les profs voient ça arriver, essayent de trouver donc des moyens pour se détecter que c'est fait par l'IA ou pas, mais il n'y a pas d'éducation, en fait. C'est ça qui est terrible. Or, avec les réseaux sociaux, on sait qu'ils sont dans des bulles cognitives, hein, que c'est qu'il y a par le système des algorithmes, on va nourrir, etc., une pensée qui peut être unique. Mais il y a encore dans les réseaux sociaux, par le fait que cette génération Z est multitribale, donc elle interagit dans de multiples tribus dans ces réseaux sociaux, parce qu'elle n'est pas que sur un seul réseau social, elle ne suit pas qu'un seul créateur de contenu ou une seule personne dans lesquelles elle interagit, elle a de multiples communautés. Donc il y a, à travers ça, même s'il y a des bulles cognitives, il y a quand même des altérités. Mais avec l'IA, il n'y aura pas d'altérité, c'est-à-dire qu'on tue la notion de l'altérité, il y aura, ou alors une seule altérité qui va être mon intelligence artificielle. Et on voit déjà des jeunes qui me disent ah ben moi je vais avoir mes copines qui vont venir ce week-end, j'ai demandé à ChatGPT ce que je pouvais faire parce que j'ai déjà fait ça, mais je voulais lui demander des idées de ce que je pouvais faire. Ou on a des exemples déjà dont on parle déjà, ou un jeune qui ne se sent pas bien, qui parle à son IA, mais moi je parle à l'IA, vous le faites aussi, vous. On ne tape même plus avec ChatGPT. Moi, je lui parle, je l'engueule, etc. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est mainstream ce que tu es en train de me dire? Parce que pour tester, mais il y a vraiment une interaction qui se passe. Et que cette IA vous répond, mais oui, mais tu as raison, mais est très bienveillante, hein, parce que quand on lui demande des choses non bienveillantes, il dit non, j'ai pas le droit de te parler de choses bienveillantes, mais qui nous inscrit dans une altérité unique, hein, qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse et sur lequel on n'en parle, mais pas du tout. On est en train de dire, ah, mais oui, mais l'IA fait le travail de machin, etc. Oui, très bien, et je pense qu'il y a plein de choses positives à l'IA, bien entendu, de la même manière qu'il y a plein de belles choses aussi avec les réseaux sociaux. Cette capacité de mobilisation qu'a un jeune de pouvoir. Moi, dans les activistes que j'ai suivis, il y avait une jeune fille, elle était jeune, donc je l'ai fait il y a quand même 2 ans, donc aujourd'hui elle a 18 ans, mais elle avait 16 ans à l'époque. Elle avait été violée quand elle était enfant. Elle était vraiment d'un petit bled de campagne. Enfin, pardon de dire ça. Elle était dans une petite ville de la France périphérique. Et elle était écoféministe. Elle avait connu la notion d'écoféminisme par les réseaux sociaux. Et donc, elle avait monté toute seule une mobilisation pour être justement sur l'écoféminisme, penser que la prédation, enfin, donc je ne vais pas vous faire tout un discours sur l'écoféminisme, mais c'est intéressant le hé d'ailleurs, hein, mais et pour faire ça. Et elle avait réussi à mobiliser beaucoup de gens. Et après, elle était rentrée dans un réseau plus large, parce que, etc. Donc, ça permet de parler, de dénoncer, etc. Donc, il y a plein de choses formidables. Et même quand vous demandez à un jeune Z, est-ce que c'est quand même terrible, les réseaux sociaux, très souvent, ils vous disent oui, il y a des choses terribles. Et il y a aussi plein de choses. Moi, je poste une photo, il n'y a que de la bienveillance à ma communauté, parce qu'elle a appris quand même à mettre des pare-feux, j'allais dire, de pouvoir bannir. Enfin, elle a créé plein de choses, hein, cette génération Z, pour lutter contre un certain nombre de choses qui pouvaient être négatives. Donc, c'est comme toute chose, il y a du bien et du moins bien. Les réseaux sociaux permettent plein de choses, un accès à plein de choses. Un jeune aujourd'hui peut parler, par exemple, de son homosexualité sur un réseau social qu'il ne pourrait peut-être pas faire dans la vie réelle. Moi, j'ai des jeunes qui me disent, mais moi, j'apprends. J'arrive à mieux, j'arrive à rentrer en interaction, en relation avec les autres, parce que ça m'a permis de le faire par les réseaux sociaux, parce que je me sens moins exposée quand je le fais sur les réseaux sociaux. Mais du coup, maintenant, dans la vie réelle, c'est plus facile pour moi, etc. Donc, il y a plein de choses positives, plein de choses négatives. On les connaît par cœur, ces bulles cognitives dans lesquelles les algorithmes nous enferment. Et puis, il y a cette infobésité que représente aujourd'hui, parce que cette génération Z s'informe sur les réseaux sociaux, et qu'il y a une forme d'infobésité, tellement d'informations qu'il n'y a plus de possibilité de savoir exactement d'où vient cette information, et donc tout ce système des fake news dans lequel nous sommes tous aussi des générations des baby boomers ou des X, à parfois se laisser prendre. Donc, je veux dire, ça c'est collectivement qu'il y a une réflexion à mener, en effet, sur cette capacité à penser l'information, cette capacité à penser nos interactions, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire. Mais c'est vrai que j'ai des jeunes qui me disent, il y en a, ils se rendent même pas compte, mais ils n'oseraient pas dire dans la vie réelle ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Donc, ils en sont tout à fait conscients.
Euh, il y a, ben voilà, sur ce que je voulais dire, mais c'est vrai que sur la santé mentale, le fait, donc cette stimulation hein, constante, ce besoin, encore là, il y a 3 jours, j'étais avec des jeunes ados, ils me disaient le fameux FOMO, qui est de toujours être, de se dire, mais j'ai raté un truc si je ne suis pas à répondre, si je ne suis pas dessus, la dernière tendance, la dernière événement, le truc, si je ne suis pas, je ne suis pas dessus, je suis mis hors jeu, en fait, d'une certaine manière. Hein. Donc, exprès sur cette first, hein, il faut d'abord que je m'exprime, mais il y a certainement ça. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, il y a des phénomènes aussi de comparaison qui peuvent être aussi difficiles de se dire, ah bah, elle a une bien plus meilleure vie que la mienne, et d'ailleurs, moi, j'ai une vie là, à Rodez, mais c'est juste horrible, etc. Mais ça, ils sont quand même beaucoup moins dupes. Hein. La notion de dupe, ça, c'est quelque chose qui appartient aussi à cette génération Z, qui est peut-être moins avant. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même une génération mature par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui n'est pas dupe d'un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, hein, on voit qu'aujourd'hui, on a moins ce phénomène d'influenceurs qui vont montrer qu'ils ont une belle vue à Dubaï, même si ça existe toujours, évidemment, mais ils sont moins dupes de ça. Et d'ailleurs, ces jeunes influenceurs qui sont en burn-out à Dubaï, en train de pleurnicher derrière leur écran, ben, ils le voient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Présentez-vous d'abord. Sylvia Ricci, donc responsable de Chorus, structure d'insertion par l'activité économique. J'ai 2 questions. Avez-vous pu noter des différences en fonction de la situation familiale, le parcours scolaire, la situation financière de ces jeunes? Et vous n'avez pas du tout parlé d'argent et de rapport à l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des différences au sein de cette génération? Bien sûr, elle est plurielle et je me rends compte que, par exemple, rien que dans l'usage même du numérique, les jeunes, par exemple, que je suis en Seine-Saint-Denis, ont un usage relationnel et social, on va dire, un usage social et ludique du numérique, mais absolument pas professionnel, par exemple. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui vont aller chercher de l'information, qui vont aller chercher un job, qui vont s'intéresser à un certain nombre de choses, mais ils vont être en effet, sur les réseaux, avoir cette dynamique ou faire des jeux. Donc, ça crée un décrochage, voire même une forme de fracture au sein de cette génération entre les jeunes de cette génération qu'on appelle, alors je mets plein de guillemets, mais qu'on appelle très éduqués, c'est-à-dire qui ont un usage professionnel et informationnel du numérique, et ceux qui ont un usage essentiellement récréatif. Ensuite, au niveau des valeurs de cette génération, parce que c'est aussi ça qui est extrêmement important, des valeurs du digital qui ont façonné donc les valeurs de cette génération Z. Et c'est ça ma surprise, c'est que je me rends compte qu'un jeune de Seine-Saint-Denis ou d'un jeune dans un petit village de Bretagne ou d'un autre qui est en tiers-lieu, eh bien, il y a cette même volonté d'agilité, enfin, cette même valorisation de l'agilité. Là, je parlais du monde agricole, et très souvent, les agriculteurs me disaient, mais moi, mes enfants, en fait, ils vont aller faire tout d'un coup, ils disent, mais non, mais moi, je vais pas reprendre tout de suite, ou pas du tout d'ailleurs, l'exploitation agricole, parce que d'ailleurs, je veux aller faire un tour du monde. Ils ont des possibilités aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, le téléphone, il est global. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis un groupe, alors au Libéria, hein, mais c'est expérimental pour moi, et c'est vrai que ces jeunes au Libéria, qui est quand même pas un pays les plus développés en Afrique, eh bien, ces jeunes du Libéria, ils ont un téléphone portable et une connexion, hein, et donc ils ont accès au monde, donc ils voient comment ça se passe dans le monde. Et donc, ils font un espèce de saut quantique pour devenir codeur, pour être dans la cybersécurité, pour pouvoir avoir une vision de ce qu'ils ont envie d'être et de faire, qui est quand même assez différente. Donc, ils habitent ce village global. Donc, on a quand même une valorisation d'une forme d'agilité, de pouvoir de vivre dans des tribus, parce qu'ils sont tous quand même sur des réseaux sociaux, de pouvoir vivre avec des affects. Hein. Ces valeurs du numérique, elles innervent cette génération. On est tous multiculturels.
toutes les générations, mais toutes les personnes, hein, tout ce que notre assemblée, nous sommes tous multiculturels, nous sommes tous nés. Alors, on a en commun d'être nés peut-être à peu près à la même époque. Même s'il y a des boomers et qu'il y a probablement des X, mais je sais pas, il y a peut-être aussi des Y. Et donc, on appartient tous, si vous voulez, au fait de vivre en France, mais on a aussi de différences et qu'on appartient peut-être à un milieu social différent, qu'on a fait des études différentes, on a une culture métier différente, etc., etc. Donc, on est tous multiculturels. Mais cette génération Z, elle a en partage ce monde digital. Et c'est ça qui l'uniformise d'une certaine manière, même si le terme uniformité ne lui convient pas parce qu'elle s'exprime dans une forme de pluralité. Mais il y a des différences, mais il y a quand même ça de commun, hein, en plus avec ce rétrécissement générationnel. Pour ce qui était la notion de l'argent. Alors, de dire que cette génération Z veut vivre la frugalité, non. Cette génération Z, elle trouve que tout travail mérite salaire et mérite même un bon salaire. Simplement, ce qui est intéressant par son rapport à l'argent, c'est que ce n'est pas, c'est important, mais ce n'est pas forcément essentiel. En tout cas, ce n'est pas, c'est aussi important, voire plus important pour elle, qu'elle puisse s'épanouir. Et d'ailleurs, ils ont une vision du salaire qui est disruptive. C'est-à-dire que très souvent, ces jeunes me disent, je peux gagner beaucoup d'argent à un moment donné, mais dans une autre expérience professionnelle, gagner moins. Et dans une autre expérience, gagner encore autrement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur un schéma linéaire de rétribution de salaire, parce que leur expérience professionnelle vont être aussi disruptives. Et donc, ils ne voient pas une progression continue jusqu'à la retraite et qu'on va compter les 5 meilleures années de leur vie professionnelle, de leur carrière. Non, non. Elle a une pensée donc en expérience de vie qui vont être différentes. Et donc, elle peut se dire, ben là, je travaille beaucoup en ce moment parce que ça me permet de mettre de côté, parce qu'après, demain, je vais prendre une année sabbatique pour aller voyager, par exemple. Et donc, pendant ce voyage, elle va vivre une forme de frugalité quand même. Et d'ailleurs, si je n'ai plus d'argent en voyage, je travaillerai par tous les moyens qui sont possibles et qui sont donnés et mis à la portée de cette génération Z, qui est de pouvoir travailler sur place n'importe où. Hein. C'est vraiment dans une ferme, etc. Ils ont une facilité, une fluidité dans l'usage qu'ils ont de leurs déplacements et des activités qu'ils peuvent faire, qui est quand même sidérante, moi je trouve. Et donc, ils ont un rapport à l'argent, voilà, comme tout le monde, mais ce n'est plus que l'unique manière de voir sa vie professionnelle. L'épanouissement personnel est pour moi considérable dans cette dynamique, hein, on a vu, de sens et de collectif. Hein, c'est comment j'appartiens. J'entendais encore dans le métro quand j'allais à l'aéroport hier, deux jeunes qui parlaient et qui disaient ah ouais, mais non, mais tu te rends compte, en plus, ils me demandaient d'être tout seul toute la journée dans un seul bureau devant mon ordinateur. Ben, j'ai dit non. Hein, donc ça c'est vraiment hyper important. Elle préfère faire à plusieurs, préfère bouger, échanger, etc., évoluer. Et le salaire vient avec, mais ce n'est qu'un élément. De la même manière que le travail n'est plus central. Hein, il n'y a pas que réussir sa vie et réussir socialement, c'est d'avoir tel boulot et de grimper dans les échelons. On a un problème avec cette génération Z, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas prendre de responsabilités, donc qui ne veulent pas devenir manager, hein, parce que ils ont le sentiment déjà que ça va leur prendre la tête là. Ils doivent voir ce qu'ils sont en train de faire vivre à leur manager. Mais, et c'est surtout que ça demande de rester dans un travail et de progresser de manière linéaire. Et ça, c'est vrai qu'ils ne le voient pas. Donc, de la même manière que pour le salaire, il y a des expériences où ils seront managers, des moments où ils ne seront pas managers, et ils estiment que de toute façon, on va peut-être aller vers du co-management. Plus j'y pense, plus je me dis, il faut que je fasse une enquête là-dessus. C'est-à-dire que comment, de manière collective, et c'est ce que j'avais observé dans le tiers-lieu, alors c'était pas du management, mais c'est comment on va le fait d'être les uns à côté des autres, de vivre dans un même espace, et comment on va faire, on va se co-organiser. Hein, comment il y a vraiment ça. C'est ce qui se passait dans les l'EHPAD d'ailleurs, hein, en Bretagne. C'est comment ils s'organisaient collectivement entre elles pour pouvoir faire un certain nombre de tâches, leur mission qu'ils devaient faire à la fin de la journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive avec le micro.
Mais après, dans la pluralité de ces générations, il y en a qui seront quand même dans le modèle, peut-être. Enfin, il y a moi, je vois encore des jeunes qui veulent prendre des responsabilités, des jeunes pour qui le salaire prime tout, etc. hein. Mais c'est quand même dans ce qu'on appelle les tendances qui traversent cette génération, on est moins là-dessus. Bonjour, Vincent Vermont, donc directeur de l'EHPAD de Firmi. Merci déjà pour la qualité de votre intervention. En fait, sur la génération, vous avez introduit votre propos sur effectivement, sociologiquement, ça peut remettre en question. Moi, aujourd'hui, je me pose la question de la contamination intergénérationnelle, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, cette génération Z, on peut bien l'identifier. Moi, je la reconnais complètement. Alors, je suis un X. Pour le coup, et j'ai des enfants Z, et je vois bien mes enfants quand vous les décrivez là. Par contre, moi aujourd'hui, dans notre EHPAD en particulier, mais dans tous nos établissements, on a des X, des Y et des Z, et finalement, j'ai l'impression que tout le monde se contamine, parce qu'effectivement, les Z, on voit bien qu'ils ont leur téléphone portable et qu'ils ont besoin de voir ces notifications qui tombent, mais on s'aperçoit que les X font pareil. Donc, comment on gère le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une étude anthropologique ou sociologique, vous avez des populations finalement qui sont pures. Sauf que nous, dans nos établissements, c'est pas pur. Super. Donc... C'est hybride. Non, mais c'est vrai que moi, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses écrites sur la génération Z. On peut tout à fait adapter nos managements. Alors, vous parlez de la coparticipation, de l'intelligence collective, sauf quand vous mettez des X là-dedans, on est perdu. Et on nous demande d'écrire nos procédures, on nous demande... Voilà. Et comment, finalement, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus, c'est-à-dire sur cette contamination entre générations? Merci de cette super question. Parce que ça va me permettre de parler de quelque chose. Alors, une anthropologue, Margaret Mead, a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Le fossé des générations ». Et elle explique quelque chose qui est assez intéressant. Et ça, je pense que ça peut répondre à votre question. En fait, dans les sociétés traditionnelles, il y avait, donc, dans le monde d'avant, il y avait une transmission, si vous voulez, des savoirs, des savoir-faire, des valeurs, de la connaissance, des savoirs, qui se transmettaient, en effet, ce qu'on appelle des sociétés post-figuratives. C'est-à-dire que les générations anciennes parlaient de ce monde d'avant et transmettaient les valeurs de ce monde d'avant, le monde dans lequel ils étaient aussi, aux générations les plus jeunes. Aujourd'hui, on est dans ce qu'elle appelle des sociétés préfiguratives, c'est-à-dire qu'on a une inversion et donc un ruissellement des valeurs des plus jeunes générations vers les plus anciennes. On a une inversion de la chose. Et d'ailleurs, quand on parle de reverse mentoring, je parle encore un mot anglais, mais le reverse mentoring, c'est-à-dire le mentorat inversé, voilà, parlons français. Le mentorat inversé dans les entreprises, c'est-à-dire c'est comment, mais pas seulement dans l'entreprise, dans nos vies familiales, c'est comment aujourd'hui ces générations numériques ont des compétences, si vous voulez, que n'ont pas les générations précédentes et qu'elles sont en train de faire ruisseler vers les autres générations. Cette compétence numérique, par exemple, nombre de fois, on a pu observer dans nos écosystèmes comment, eh bien justement, un jeune va dire à sa grand-mère ou ses parents, mais enfin, c'est comme ça qu'on met une photo ou comme ça que sur notre tribu qui est sur WhatsApp familial. C'est comment on a aujourd'hui ces générations qui apportent quelque chose d'autre aux générations précédentes. C'est tout à fait nouveau. C'est la première fois où on a cette inversion générationnelle avec ce ruissellement de cette culture digitale qui ruisselle vers les générations les plus anciennes. Donc on est dans des sociétés préfiguratives, c'est-à-dire que ces nouvelles générations préfigurent le monde d'après. Ils sont en train de nous montrer, d'une certaine manière, d'après cet anthropologue, ce que sera le monde d'après aux générations futures. Donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on se rend compte de plus en plus que nous, X, je suis comme vous, que nous devenons un peu, on prend un peu les us et coutumes de cette génération Z. On veut tous s'épanouir. On cherche tous à vivre de manière collective, même si on sait encore prendre un livre et dans la solitude de la réflexion que permet le fait d'être seul et d'être dans le silence, que n'a pas beaucoup cette génération Z. Donc, en fait, on a quand même cette porosité des frontières intergénérationnelles, et c'est pour ça que la notion de séparation des générations me semble pas constructive, déjà par principe, mais en plus pas la réalité des choses. De plus en plus,
plus, il y a une porosité des frontières entre les générations, de l'intergénérationnel, des choses qui circulent. Et en plus, alors par exemple, cette notion de sens, qui est un peu différente peut-être pour les générations précédentes, parce qu'elle parle encore peut-être de quête de sens, mais qui a besoin de sens quand même, de bien-être. Enfin, eh bien, c'est aujourd'hui revendiqué par toutes les générations au sein d'une entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, qui n'aimerait pas qu'on s'intéresse à elle, qu'elle se sente, quand elle arrive dans l'entreprise, qu'elle ne sente pas la boule au ventre, qui a envie de pouvoir s'épanouir, qui a besoin d'avoir des qualités de vie au travail, que les relations puissent être fluides et harmonieuses, tous en fait. Hein. Sauf que ces valeurs maintenant sont presque érigées de manière importante. Donc on a justement une possibilité, plutôt que d'opposer, c'est de se dire, et c'est en ça que la notion d'opportunité, cette génération Z, elle nous permet justement de se dire, mais en fait, elle nous permet de refaire du lien. Peut-être de ce qui était pas en lien. Le mal-être au travail, c'est pas la génération Z qui l'invente. Le mal-être au travail, qui a un coût énorme pour l'entreprise, eh bien, c'est qu'il préexiste à la génération Z. Simplement, elle dit, je n'en veux pas. Alors que les générations précédentes disaient, je vais serrer les fesses pour arriver devant mon manager qui va d'ailleurs me dire que je suis qu'une... Enfin, on avait tous vécu des expériences comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette exigence qu'a cette génération Z, justement, qui me dit... moi je trouve que parfois, elle a des côtés qui sont intéressants. Mais il faut remettre l'humain, en fait, au centre des choses. Et quand je suis en rapport avec les autres, moi, quand ils me disent, mais mon manager, il est manager sur le papier, là, mais il n'est pas manager, il n'est plus rien quand on est dans la réalité du travail. Il est un être humain comme moi, la notion de la loi des pairs. Il est un être humain comme moi. Donc, on est pareil. On est pareil, quelque part. Donc, il n'a pas à me donner des ordres, il n'a pas à ne pas me respecter, il est à ce qu'on coévolue ensemble. Il y a vraiment ça. Et ça, je pense que créer cette harmonisation au sein des entreprises, c'est peut-être ça qui va être le plus beau défi et le plus beau des leviers pour se dire comment on avance ensemble. Je travaille avec des politiques actuellement parce que dans ces fameux activistes que j'ai suivis pendant un an, il y avait un jeune de Marseille, des quartiers nord, que je continue à voir, beaucoup, et je vais dans les quartiers nord étudier ce qu'il fait. Et ce jeune, il a créé le réseau Conscience, qui est parce qu'il a c'est un gosse, il a créé ça, il avait 17 ans, et son frère est mort dans règlement de compte lié à la drogue. Et donc, il a vu sa mère perdre son fils, et lui perdre son frère, surtout, aussi. Et donc, il a créé ce réseau Conscience, enfin, une association au départ, Conscience, un mouvement, qui réunissait, qui donnait un lieu de parole à toutes ces femmes qui avaient perdu un mari ou un fils dans les problèmes liés à la drogue. Et c'est devenu un réseau national, maintenant. C'est là où la capacité de mobilisation et de cette agilité qu'a cette génération Z qui arrive à créer comme ça des systèmes de réseau. Aujourd'hui, le monde de Cheruchota que je vous ai montré, c'est un monde en réseau. Eh bien, ça fait donc des petits. Et donc, ce jeune, il me disait, donc j'ai pas mal, il s'est présenté aux élections européennes, enfin bon, bref. Et on parlait de politique, justement, parce que j'accompagne des municipalités pour les futures municipalités et comment intéresser la génération Z au champ politique. Et il me disait, en fait, aujourd'hui, il faut penser un groupe municipal comme une équipe. C'est comment on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas quelqu'un qui est devant. Il y a tous ensemble, on rame dans la même direction. Moi, je trouve que c'est une bonne métaphore aussi de se dire comment dans nos entreprises, dans nos organisations, et quand il n'y a pas un devant, mais tous ensemble, eh bien, c'est de se dire comment tous ensemble, on œuvre pour le commun, pour la réussite collective. Moi, quand ils me disent « je préfère réussir à plusieurs que réussir seul », moi, je sais pas, je me dis, il y a quelque chose qui se dit là, qui est quand même drôlement intéressant. Donc, comment utiliser ces leviers ? Réussir ensemble, ça ne veut pas dire ne pas m'intéresser à toi personnellement. C'est comment aujourd'hui un manager, un leader qui inspire, qui permet ce collectif, qui permet cette dynamique collective, c'est surtout ça, eh bien, à la fois il est attentif à chacun, tout en pensant le collectif et permettant l'œuvre collective. Donc ça, je pense que c'est ça aujourd'hui sur lequel on est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'arrive. Pareil, présentez-vous pour commencer.
Bonjour, Cathy Méry, je suis directrice du centre hospitalier Fanny Ramadier en Lozère, voisine. Donc moi j'ai une question sur un exemple tout frais d'hier, donc sur le rapport à l'autorité. Parce que c'est vrai que des fois on ne sait plus trop comment agir. Alors hier j'ai vécu une très belle journée parce qu'on a fait une journée d'accueil des nouveaux arrivants qui était très sympathique. Il y avait beaucoup de jeunes de la génération Z. On a passé un très bon moment. Mais en même temps, il a fallu gérer une absence inopinée d'une ASH dans un des EHPAD de la direction commune. Et donc, effectivement, une jeune de la génération Z qui ne s'est pas présentée. Alors, on a eu beaucoup de mal à la remplacer parce que les ASH, c'est très compliqué. En fait, elle n'est pas venue parce que sa maman se faisait opérer et qu'elle trouvait qu'elle était bien mieux aux côtés de sa maman que dans l'EHPAD. Donc, comment gérer ce genre de situation au retour qui est un exemple parce que c'est tout frais, mais il y en a beaucoup d'autres de ce genre de situation. Je pense que des collègues pourraient témoigner où finalement, le dimanche matin, le samedi ou un autre jour, on a autre chose à penser, donc on ne vient pas travailler. Donc, comment gérer le retour après dans l'institution? Merci. Merci de cet exemple terrain. Parce que c'est ça, en fait, au quotidien, hein, ce sur quoi vous êtes confrontés et qui fait que c'est absolument pas évident. Et c'est là que c'est aussi, donc, on a bien vu, pas forcément un défi, une opportunité, mais un véritable défi. Comment faire avec, en effet, ces jeunes qui vivent l'instant présent, hein, donc qui n'anticipent pas qu'elle n'ira pas. En fait, c'est ça qui est intéressant de ce que ça dit. Elle va pas se projeter en disant maman, on va se faire opérer. Et elle le sait probablement que ça c'est peut-être fait dans l'urgence, mais imaginons même que ça ne se soit pas fait dans l'urgence. Elle pouvait anticiper le fait qu'elle serait mieux auprès de. Mais cette jeune Z, c'est au moment où sa mère est partie se faire opérer qu'elle s'est dit c'est plus important pour moi que je sois auprès d'elle. Hein, cet instant présent qu'elle va vivre en fonction de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle sent, de là où elle doit être sa place, là où elle doit se situer à l'instant présent. Alors, c'est compliqué pour les organisations parce qu'on compte sur elle. Hein, donc, on se dit, elle n'est pas fiable. En effet, c'est ce qu'on se dit et ça pose des problèmes. De la nécessité, je pense, hein, mais c'est vraiment, vous prenez ça avec toute la distance là. Mais je pense que la co-construction du cadre, c'est-à-dire la co-construction de la relation, il se fait dès le départ, dès la première fois où on rencontre un jeune et qu'on va on va l'embaucher. C'est de se dire, voilà. Comment on va co-construire ensemble la relation qu'on va avoir, déjà toutes les deux, qu'on va avoir avec l'équipe et qu'on va avoir avec le métier lui-même. Hein, parce qu'on a des contraintes. Alors parfois, ça ne va pas avec des contraintes. Mais comment on va le co-élaborer ensemble, ce cadre? Et là, on a quand même beaucoup d'informations qui peuvent être partagées. Et de dire, par exemple, j'ai bien compris que avec ta génération, on vit vraiment l'instant présent et que tu peux parfois, en effet, ne pas penser parce que tu vis émotionnellement le fait que, par exemple, j'ai un exemple que je te donne d'une maman qui se fait opérer, émotionnellement ça vient te toucher et donc tu décides de rester auprès d'elle et c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, ça peut nous mettre en défaut. Donc comment on pourrait faire la prochaine fois, hein, pour le retour? Comment pourrait-on faire la prochaine fois pour qu'une situation comme ça que je respecte, hein, parce qu'on peut la comprendre, en tout cas que je peux comprendre, mais qu'elle ne nous mette pas en défaut? Hein, donc, comment on va faire ensemble? C'est ça le pacte relationnel. Hein, comment on va faire? L'idée, c'est pas de dire, c'est le fameux qui es-tu, hein, dans la relation. C'est-à-dire, c'est de dire qu'est-ce que tu proposes? Et ce qu'elle peut proposer, vous allez voir que parfois, c'est beaucoup plus qu'on peut le penser d'ailleurs. Qu'est-ce que tu proposes qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas? Parce que moi, ça m'a mis dans l'embarras. Et que ça a été compliqué de te remplacer parce que tu es quand même quasiment irremplaçable, je voulais te le dire. Eh bien, mais c'est vrai que d'un autre côté, elle est difficile à remplacer. Tu es difficile à remplacer parce que tu es toi. Parce que ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Parce que je sais que tu es apprécié. Hein, enfin, je pense que ça, c'est l'occasion de ces moments-là de recadrage, qu'on appelle dans l'ancien temps, on parlait de recadrage, mais en fait, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi peut-être l'occasion de créer le lien encore plus, hein, de manière affective et aussi de reconnaissance, la fameuse reconnaissance, le feedback. C'est l'occasion de dire, mais ce que tu as fait avant, c'était carrément bien. Le boulot que tu fais, il est juste génial. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il faut trouver quand même ce qui fait que vous voulez la garder. Hein. Il y a quand même un moment donné où on ne garde pas quand même les chiens boiteux. Donc, ou alors, si on lui dit « je te garde parce que j'ai personne d'autre à mettre à la place et d'ailleurs, oh, j'ai eu tellement de mal à te garder ». Mais donc, il y a vraiment aussi tout un travail. Et c'est en ça qu'ils sont un défi pour nous. Hein. Ils nous obligent aussi à trouver la bonne posture, si vous voulez, donc cette posture de parité, etc., tout en étant l'autorité. Et lui dire, mais qu'est-ce que tu proposes la prochaine fois qu'on pourrait faire qui me permettrait à toi d'être auprès de ta maman, mais à moi de pouvoir gérer quand même la structure. Et attendez de voir ce qu'elle va vous dire. Et là, vous allez peut-être avoir des leviers de dire, écoute, ce que tu proposes, c'est super intéressant,
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas encore autre chose auquel on n'a pas pensé? Parce que ça ne vous convient pas, ce qu'elle lui a dit, on est d'accord, hein, on n'est pas dans la manipulation quand même, mais on est quand même dans l'idée qu'elle vous propose peut-être une situation, une solution qui vous convient à moitié. Ah, écoute, cette solution, elle est intéressante, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre chose qu'on pourrait trouver qui, moi, me permettrait de me sentir plus en sécurité? Que j'ai besoin, hein, la notion du besoin. J'ai besoin de savoir un peu comment on peut fonctionner véritablement ensemble sur ce sujet-là. Hein. Et là, je pense que vous pouvez co-construire, co-élaborer une solution, se dire, donc on est OK là-dessus. Hein. On est OK là-dessus. Ça, c'est vraiment important, le OK, hein, c'est ce qu'on appelle le OK. Et donc, du coup, d'avoir ce pacte. Et puis, si jamais il y avait un deuxième manquement, de revenir sur ce pacte. Hein. C'est la relation, c'est en permanence de dire, attends, je crois qu'on s'était mis d'accord là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la dernière fois, etc. Hein. Ou de dire, je compte sur toi, hein, parce qu'on s'est mis d'accord. Hein. Il y a vraiment ça, hein. Cette notion de connivence aussi, hein, c'est important. Donc, voilà Voilà. Hein. Oui, mais c'est très important, ces exemples concrets. Hein. Ça montre qu'aujourd'hui, on est des managers essentiellement relationnels. C'est vraiment ça. D'ailleurs, on devrait avoir beaucoup de temps pour la relation. Hein, et parfois, nos écosystèmes ne nous permettent pas d'avoir autant de temps. Mais après, quand on a créé ce moment-là, qui est un moment clé, hein, elle m'a fait défaut, et donc, etc., c'est de se dire, maintenant que je comprends comment ça fonctionne, c'est de dire, je comprends que c'était important pour toi. Hein, mais pour moi, c'était important aussi que je puisse le savoir à l'avance pour pouvoir m'organiser. Hein, la notion d'importance, c'est la notion de valeur. Voilà, ça fait réagir en tout cas. Mais c'est bien, voilà, un exemple concret avec une réponse aussi concrète voilà, sur le management à tenir dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, Elisabeth Soulier, vous restez avec nous voilà, jusqu'au temps du buffet. Donc, si vous voulez lui poser des questions aussi à ce moment-là, ça sera possible. Dernière question ou non? Une question toute simple, est-ce qu'il y a des personnes de la génération Z dans la salle? Et est-ce que vous vous êtes retenu dans tout ce qu'elle a dit, Madame Soulier? Non, mais c'est bien d'avoir aussi ce retour-là. Non, mais justement, j'allais en venir parce que je dois venir témoigner tout à l'heure. Et je me suis énormément reconnue, ce que je disais, j'ai ma manager à côté en plus. Et donc, notamment au niveau du rapport managérial et du besoin que ce soit de reconnaissance et de lien, etc., même elle aussi, elle en témoignait. Elle reconnaissait aussi le fait que j'avais besoin de ça. Mais surtout, depuis du début jusqu'à la fin, je me suis reconnue sur plein d'éléments. Après, Merci. comme on disait, il y a un global, il y a sur certaines choses, bien évidemment, non, je me suis moins reconnue, mais, parce que c'est une généralité. Mais il y avait quand même beaucoup de similitudes. Ouais. Hein, c'est intéressant la notion du management. Hein. Aujourd'hui, c'est ça que ça me défie. C'est sur le management beaucoup. On en reste là pour cette Merci. partie sur la génération Z. Merci. On remercie évidemment Elisabeth Soulier. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, on aura l'occasion de rediscuter, je pense, autour du buffet. Je suis sûr qu'il y a encore quelques questions comme ça, mais ça se fera tout à l'heure. Là, on va passer donc à la suite, à la deuxième partie, c'est-à-dire la table ronde consacrée au retour des actions de la plateforme des métiers de l'autonomie. Et notamment sur une formation action qui a eu lieu donc en début d'année sur la marque employeur. Alors on a en visio des experts de l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. C'est eux qui ont réalisé cette formation auprès justement de certains établissements. Et après, on aura les témoignages de ces établissements. Mais pour l'instant, on va donc donner la parole à Sylvie Grastilleur et Aurélien Pierre, voilà, donc experts ressources humaines à l'ANAP pour nous présenter voilà, le contenu donc, de cette formation. Donc je vous passe la parole et merci à vous parce que vous êtes connectés depuis tout à l'heure, vous avez entendu tout ce qui s'est dit également. Et il y a des choses qu'on va sûrement aussi retrouver dans cette formation que vous avez prodiguée en début d'année. C'est à vous. Calme-toi. C'est à nous? C'est bon, on vous entend. Bonjour à tous, je suis Sylvie Grastilleur. Et Aurélien Pierre, bonjour. Donc Séverine Raffi nous a demandé de préparer un bilan en fait de la formation action que nous avons conduite au début de l'année avec Aurélien. Donc c'est moi qui vais partager mon écran. Voilà.
Et voilà. Bon. Tout le monde voit bien? Oui, très bien. C'est bon, ça marche. Donc en fait, nous sommes venus à Rodez par 3 fois sur le premier semestre pour accompagner 17 établissements médico-sociaux autour de travaux sur les enjeux, les outils de la marque employeur. On s'est appuyé sur les productions de la NAP et en l'occurrence, il y a une fiche pratique sur ce qu'est la marque employeur et comment on peut réfléchir pour mettre en œuvre sa marque employeur. Donc, les propositions de la NAP, il y a plusieurs façons de faire, mais il faut bien choisir une. Donc, les propositions de la NAP sont de cartographier la situation, c'est-à-dire bien connaître sa concurrence, son bassin, son territoire, les attentes des cibles, donc les attentes des personnes qu'on veut recruter, bien faire le point sur l'offre RH de l'établissement, quelles promesses l'établissement en tant qu'employeur peut faire à ses salariés ou à ses futurs salariés, communiquer sur ces promesses et ensuite assurer la veille, on continue de surveiller ce qui se passe autour et ce qui se passe dans la réglementation, dans les pratiques, etc. Donc, ce qu'on propose pour réfléchir à sa marque employeur, c'est de s'appuyer sur quatre items différenciants. L'identité, la structure, les valeurs qu'il apporte, la politique et l'offre ressources humaines, et les engagements de la structure. J'avance un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais toutes ces informations sont détaillées dans la fiche pratique. Donc, on a proposé aux établissements participants de réfléchir sur la base de ces items. Donc là, vous avez le détail de quelques propositions pour chaque item. Donc, ce qui correspondait en fait à ce qu'est l'établissement. Pour travailler sur cette marque employeur, on a conduit en séance des ateliers de concertation et chaque participant en rentrant dans son établissement était invité à reconduire ces ateliers avec le personnel de façon à ce que la marque employeur soit le reflet de la situation et soit surtout partagée plutôt que plaquée par la direction. Donc, sur le principe de travail, on a travaillé sur un modèle qu'on appelle un peu le World Café. Donc, on avait fait 4 groupes à chaque fois et chaque groupe travaillait sur les engagements, sur la politique RH, sur les valeurs et sur l'identité de l'établissement. Une fois que il y a une première passe qui est faite, le principe, c'est que chaque groupe va au paperboard suivant en laissant un membre du groupe sur le paperboard d'origine pour expliquer au groupe qui arrive sur ce nouveau spot pourquoi et comment le groupe est arrivé à cette liste d'engagements, de politiques ou de valeurs. Ouais. Donc, en fait, on fait le tour complet. C'est un atelier qui dure à peu près 40 minutes. Et à la fin, on arrive à avoir identifié pour chaque établissement une proposition de marque employeur. Voilà. Et pour choisir, parce que parfois la liste des systèmes est un peu conséquente. Et en fait, l'idée, c'est de rester différenciant et simple. Donc, on propose donc aux participants, une fois que tous les items identité, valeurs, politiques et engagements ont été identifiés, de voter avec des gommettes pour ceux qui leur semblent le plus représenter la structure. Et évidemment, l'établissement peut focaliser ensuite sur les items qui ont mis le plus de gommettes vertes. Voilà, ça c'est la méthode de travail qui a été proposée aux participants.
travailler dans nos établissements sur leur marque employeur. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a proposé une méthode, un petit coup de pouce sur comment on organise un atelier. Donc, il y a des choses qui semblent un peu évidentes, mais parfois, voilà, ça mérite qu'on les rappelle. Donc, évidemment, une fois on fixe une date, on fait une liste de participants, on invite les personnes suffisamment tôt pour qu'elles puissent s'organiser et être là. Quand on invite des personnes du terrain, on n'oublie pas d'informer la chaîne hiérarchique. Et on est très clair sur l'objectif et on prépare son déroulé. Donc, un déroulé pour ce type d'atelier, c'est assez simple. On fait une séquence d'accueil, un brise-glace, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et on travaille sur les 4 thèmes, le vote avec les gommettes, et on transvient la petite séquence de ce qu'on appelle la déclusion. C'est le moyen de se quitter en faisant un tour de table pour clôturer l'atelier. Toujours sur ces ateliers de concertation, ce qui est très important quand on anime ce genre d'atelier, c'est de faire attention à sa posture. Donc, on n'est plus un directeur ou un cadre, hein, on est un animateur et un facilitateur, donc on doit s'occuper de la gestion, faire attention au temps, accueillir les idées et mettre toutes les personnes dans une posture d'écoute. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mauvaise suggestion, hein, on accueille tout. Quand on est animateur, il faut être très vigilant par rapport aux personnes qui sont un peu timides ou qui ne prennent jamais la parole. Il faut les solliciter et vérifier qu'elles en ont à s'exprimer. Il faut aussi être vigilant envers les personnes qui ont des difficultés avec l'écrit. Donc ça, il faut en avoir conscience et des compléments. Et puis, bien sûr, quand on est facilitateur, on régule les dynamiques. Il y a des gens qui sont très énergiques et qui ont tendance à prendre la parole et à un petit peu éteindre les autres. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. On a fait un petit focus aussi sur l'utilisation des post-it, parce qu'en fait, je pense que tout le monde dans la salle a déjà participé à ce qu'on appelle des ateliers de post-it. Et en fait, ce qu'on sait rarement, c'est que derrière l'usage du post-it, il y a quand même des pratiques qui vont garantir que l'atelier est efficace ou pas. Pourquoi est-ce qu'on utilise des post-it et pourquoi, quand on est dans un petit groupe, on demande à ce que chacun écrive ses idées sur un post-it et non pas les idées du groupe sur un post-it? Parce qu'en fait, ça permet à tout le monde de s'exprimer, et en particulier les timides qui, bien souvent, n'oseraient pas prendre la parole. Donc voilà, ce qui est très important, c'est que le post-it, il est souvent individuel. Après, pour des raisons pratiques, on demande que les post-it soient une idée par post-it parce que vous verrez que, enfin, vous l'avez déjà expérimenté probablement, quand vous devez après regrouper les idées, si vous avez plusieurs idées sur un post-it, ça n'est pas possible. Voilà, on recommande aussi d'écrire avec des feutres épais parce que quand vous êtes à 1 mètre du paperboard, il faut que vous puissiez lire et toujours pour que ce soit facile à lire, écrire en majuscule. C'est des consignes qui sont simples, qui sont souvent peu respectées et néanmoins ça conditionne quand même la facilité et la réussite de l'atelier. Donc voilà pour ce qui est de l'atelier et la marque employeur. On a parlé aussi, il me reste 1 minute et demie, me dit Aurélien, on a parlé aussi de plan de communication RH, donc je vais aller un peu plus vite. Dont l'objectif, une fois qu'on a défini sa marque employeur, il faut quand même donner à voir et faire connaître ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on propose. Donc, ce que la NAP a proposé, c'est un plan de communication type qui propose des actions de communication qui permettent d'attirer les candidats, recruter les futurs employés et fidéliser les talents. Donc, j'avance un peu. Sachant que les cibles, quand on communique en matière de ressources humaines, sont les potentiels candidats, les anciens employés, les partenaires sociaux et les médias, les collaborateurs actuels, les managers, les nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver récemment et les équipes, il peut y avoir des équipes spécifiques. Vous avez beaucoup de canaux de communication, les réseaux sociaux, le site internet, la presse, les sites de recrutement.
les salons, tout ce qu'on appelle l'événementiel. Et puis, vous avez aussi le lien avec les écoles et les universités. Donc, le plan de communication, il est présenté comme ça. Vous avez beaucoup de... Voilà, je vous ai mis un exemple de planche, mais vous en avez beaucoup en fonction des objectifs. Et donc, vous avez des propositions d'action, à qui elles s'adressent, quel est le vecteur, et puis lequel même. Donc ça, c'est disponible sur le site de la LAP. Nous vous avons mis à la fin de la présentation un lien pour accéder. Et je vais donner la parole à Aurélien qui va vous parler des réseaux sociaux. Merci beaucoup Sylvie, on peut directement passer à la suite. Donc vous le savez, votre première mission, c'est la continuité et la qualité des soins. Or, chaque poste non pourvu tend vos équipes, renchérit l'intérim, fragilise les projets. Et les réseaux sociaux et le recrutement ne sont pas deux sujets distincts, c'est une seule et même chaîne de valeur, visibilité, considération, candidature, embauche, intégration. Sur les plateformes, ce qui circule, il faut savoir, c'est que ce n'est pas ce qui est le plus bruyant, mais c'est bien ce qui est le plus intéressant, ce qui va susciter l'intérêt. Plus le contenu va retenir l'attention, plus il est montré. Donc l'enjeu, finalement, ce n'est pas de publier plus, mais de parler utile à vos publics, les candidats, les professionnels, les écoles, l'institution, etc., avec une marge irréprochable, notamment sur la confidentialité, le droit à l'image, le respect du patient, etc. Donc, ce qu'on vous propose là avec Sylvie aujourd'hui, c'est une méthode assez courte, des rôles clairs, avec 3 décisions activables sous 48 heures. Votre objectif, mieux vous faire connaître pour mieux recruter sans alourdir les équipes. Alors, où jouer? Sur LinkedIn, c'est notre terrain prioritaire. Vous devez concentrer votre effort sur ce réseau social. C'est là où se trouvent vos candidats qualifiés, vos cadres, vos écoles, vos partenaires institutionnels. On y parle métier, organisation, projet de soins, c'est crédible et actionnable. On a un petit bouton qui clique vers l'offre d'emploi. Donc concrètement, vous pouvez publier 4 formats qui sont récurrents. Les portraits métiers, on va montrer des personnes, des parcours, le tutorat, etc. Les coulisses du service, comment vous vous organisez, comment vous progressez. Les projets, la qualité, des exemples d'amélioration concrète, la certification, etc. Et enfin, 4e point, le recrutement, vos offres d'emploi, d'alternance, les stages, les événements, etc. Les autres réseaux sociaux peuvent aussi relayer ponctuellement, mais pour autant, LinkedIn reste la base du jeu pour structurer la ligne éditoriale et mesurer proprement. Et bien sûr, garde-fou hospitalier, pas de données patients, consentement, cadrage photo, validation par un référent avant diffusion. Je veux bien qu'on passe à la suivante. Alors, sur les prérequis, la page de votre établissement et la voix des équipes. Premier prérequis, la page établissement, elle doit être impeccable. Une bannière lisible, une description à jour, la taille de votre établissement, les missions, les valeurs, Sylvie en a parlé un peu avant, des liens utiles, le site de l'établissement, l'espace candidat, des hashtags récurrents et une rubrique « Travailler chez nous » avec un contact RH nommé « C'est la vitrine ». Deuxième prérequis, la voix des équipes. Rien n'est plus crédible qu'un message qui va être porté par vos professionnels. Donc, vous pouvez mettre en place des ambassadeurs internes qui peuvent être des soignants, des cadres, des médecins, qui vont relayer vos posts avec 2 phrases personnelles. C'est authentique, puissant et assez rassurant pour un candidat de voir des gens qui leur parlent. Donc, pour que ce soit simple et sûr, vous pouvez imaginer par exemple une gouvernance éditoriale légère avec des référents contenus, par exemple un par établissement, qui va collecter les sujets, vérifier la conformité, le RGPD, le droit à l'image, etc., qui va programmer les publications et envoyer par exemple un mini kit de relais à vos ambassadeurs avec une accroche suggérée, un lien, des visuels, etc., avec un rythme typiquement qui pourrait être de 2 posts par semaine. Alors, comment publier? 5 règles de bonne pratique. Un bon post tient en 5 points. Premier, c'est l'accroche. Une phrase qui pose l'intérêt pour le lecteur, pourquoi ça compte. Deuxième point, un bénéfice clair. On part du besoin, puis on présente la réponse. Problème, impact, solution. Troisième point, un média soigné. Une photo d'équipe authentique ou des visuels simples, lisibles. Un texte aéré, une idée égale un paragraphe, des phrases courtes, sobriété sur les mentions, hashtag, émoticônes, etc. On a parlé en formation, il y a des malus qui existent dans l'algorithme, notamment quand vous dépassez ces règles-là. Et enfin, un style cohérent avec un ton professionnel, respectueux et constant.
On termine toujours par un appel, pardon, l'action claire. Typiquement, postulez ici ou écrivez à machin truc pour avoir plus d'informations. Inscrivez-vous à la newsletter. L'objectif, finalement, c'est pas le like, mais c'est le clic utile, puis la candidature. On va éviter le jargon, les acronymes non expliqués, le bloc non compact, l'absence de conclusion actionnable, etc., etc. Sur la slide suivante, on mesure et on organise. Donc là, l'idée de passer d'actions ponctuelles à une routine maîtrisée avec un calendrier éditorial. Par exemple, en semaine 1, un portrait métier, en semaine 2, les coulisses d'un service, en semaine 3, un projet, une action de qualité, en semaine 4, une offre d'emploi. Vous pouvez bien évidemment garder de la souplesse pour l'actualité, comme les visites, la certification, l'ouverture d'un plateau ou autre. Vous devez suivre vos indicateurs, les fameux KPI, avec par exemple la portée qui vous suit, l'engagement qui réagit, les clics vers l'espace candidat qui s'intéresse, les conversations qui candidatent. Chaque poste renvoie à une action traçable. Enfin, une boucle d'amélioration continue. Par exemple, 30 minutes mensuelles entre votre responsable RH et le référent, afin effectivement de pouvoir analyser ces résultats. Côté recrutement, ce qu'il va falloir, c'est un parcours candidat lisible et rapide. Un candidat choisit aussi un processus. Le vôtre doit être lisible, rapide, respectueux en cette étape. Une offre publiée, une candidature reçue, une préqualification RH, des entretiens avec la visite du service si cela est possible, une décision collégiale rapide, le dossier administratif et enfin l'onboarding structuré. Vous devez rédiger votre procédure typiquement sous 3 jours dès lors que vous avez reçu les candidatures. L'entretien J+10, un retour candidat généralement maximum 48 heures après l'entretien, qu'il soit positif ou négatif. C'est ambitieux mais atteignable si chacun connaît son rôle. Le RH prépare une cadence, le manager tranche rapidement et vous disposez de modèles d'email qui standardisent la communication. L'idée aussi, c'est d'avoir 0 ghosting. Un refus peut être bref, mais il est personnalisé. Vous offrez un court retour si le candidat le demande. Et en cas d'accord, vous enclenchez immédiatement le dossier et vous calez dès le J1 l'accueil et le référent identifié, une checklist d'intégration et la présentation aux équipes. Cette prévisibilité va renforcer votre image et réduire les replanifications et faire gagner du temps à l'encadrement. Ensuite, l'offre d'emploi. Une offre d'emploi est efficace si elle se lit en 30 secondes et donne envie d'agir en 6 blocs, avec un titre clair, des mots-clés sans jargon. Exemple, infirmière, bloc chirurgie viscérale, homme-femme. Qui êtes-vous? Taille, valeur, ce qui vous distingue, une équipe soudée, du tutorat, un plateau technique, des projets, etc. Les missions, avec 4 ou 6 verbes d'action concrets, accueillir, préparer, coordonner, évaluer, etc. Le profil que vous recherchez, les compétences, le savoir-être, les prérequis, les diplômes, l'inscription à l'ordre le cas échéant. Les conditions, les avantages, quel est le contrat proposé, le temps de travail, y a-t-il des primes, de la formation, un logement, le transport, etc. Et enfin, les modalités avec un contact humain nommé, un lien de candidature et les étapes du processus. Attention à la conformité, précisez bien le mention homme-femme, aucune formulation discriminante. Ce qui est important, on l'avait vu en session ensemble, c'est de faire le test aussi sur 30 secondes. Est-ce que mon annonce tient effectivement en 30 secondes? Et puis enfin, des décisions opérationnelles que vous allez pouvoir vous actionner peut-être dès la fin de cette intervention qu'on fait avec Sylvie. Premier point sur les réseaux, finalisez votre page avec la bannière, les descriptions, les liens utiles, nommer des référents contenus, planifier un post par semaine et activer un petit groupe d'ambassadeurs internes et produire quelques gabarits visuels. Sur le recrutement, ce que vous pouvez mettre en place là immédiatement, c'est pareil, c'est adapter votre procédure selon les 6 points qu'on vient d'évoquer, de répondre systématiquement aux candidats que vous n'allez pas retenir. C'est ultra important pour garder effectivement une image employeur soucieuse de tous ces candidats. Et puis un onboarding standardisé avec des référents, un planning disponible avant l'arrivée du salarié et une checklist d'intégration. Puis enfin, concernant le pilotage, le rôle du directeur, réaliser des points réguliers entre direction et manager pour savoir comment se déroulent les processus et tenir un tableau de bord avec les différents indicateurs qu'on a pu voir, notamment sur le résultat de vos
de vos posts sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'en ai fini et nous sommes à votre écoute, du coup, s'il y a des questions. Tiens, là, ça, bon, c'est peut-être un peu petit la projection pour vous, mais c'est un document qui est disponible sur le site de l'ANAP. Vous avez un récapitulatif des leviers RH à votre disposition pour améliorer votre attractivité et votre fidélisation, ceux sur lesquels vous pouvez communiquer à l'extérieur et ceux sur lesquels vous vous appuyez pour être plus attractif. Voilà. Merci. Et Séverine Rafi a une copie de la production, de la présentation et vous avez sur la dernière page un lien vers nos ressources. Ouais, c'est là. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Sylvie Guinsiger donc, et Aurélien Pierre. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que vous avez vu là. De toute façon, il y a le site internet anap.fr, évidemment. Vous pouvez vous y connecter. Vous pouvez aussi demander au niveau de la plateforme des métiers de l'autonomie auprès de Séverine Rafi, sa chargée de mission, voilà, d'avoir tous les renseignements sur cette formation-là. Peut-être le mieux, c'est d'avoir le retour d'expérience avec les établissements. Et là, peut-être qu'il y aura des questions sur ce qui a été réalisé directement sur ces établissements. Vous restez avec nous, comme ça, au cas où, voilà, s'il y a des questions tout à l'heure, vous pourrez y répondre. On va donc accueillir ici sur l'estrade donc, celles et ceux qui ont mis en place cette formation, qui y ont assisté. Juliette Bou, donc, pour Altriane, notre fameuse Z. Séverine Collen-Joannel pour le CCAS de Baraqueville, Corinne Delagne de la résidence de la Montagnie à Lugan, et puis Nathalie Escure et Yolène Galva de la résidence du pays Cap de Naqois. On va commencer avec vous. Hop, Juliette Bou, je vous allume le micro. Voilà. Voilà, installez-vous. Moi, je vais rester du coup debout. C'est bon, tout le monde. Voilà, mettez-vous là. Alors, peut-être déjà un petit mot sur Altriane, même si on connaît un petit peu, puis sur votre fonction aussi, Altriane, pour commencer. Oui, donc déjà bonjour à tous. Donc moi, je suis chargée de développement RH au sein de Altriane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le réseau de services de soins, du coup de la Mutualité Française Aveyron. Et donc on a une diversité d'activités, que ce soit services soins à domicile avec EOPLA, l'enseigne Écoute et Voir aussi qui fait partie de notre réseau, et donc nos centres de soins infirmiers, SIAD, pharmacie mutualiste Amio, etc. Et j'en passe. Alors, ce qui vous a motivé, c'est évidemment que même chez Altriane, il y a des problèmes de recrutement. Pour ça, vous avez fait cette formation ? C'est ça. Donc, en fait, on a quand même, nous, la chance, contrairement justement aux autres établissements, d'avoir une équipe de communication donc, qui nous aide sur le sujet et qui a déjà mis en place quand même un plan de communication qui est assez structuré. Mais on a trouvé bien quand même d'y participer dans le sens où ça nous permettait aussi de nous ouvrir, de remettre en question ce qu'on faisait à l'heure actuelle, et de pouvoir aussi bénéficier du partage d'expériences d'autres structures du secteur. Voilà. Oui, il faut attirer, fidéliser, et pour cela, ça passe par différents leviers. C'est ça. Donc, ce qui nous a permis déjà la base, je dirais, de la formation en tant que telle, ça a été une prise de conscience que finalement, on met en place des choses en termes de communication, parce que, comme je l'ai dit, vis-à-vis de notre équipe de communication, avec notre plan de communication qui est quand même bien structuré, mais ça nous a permis de nous rendre compte que, justement, on n'avait pas la perception de comment nous étions perçus, nous, à l'interne et à l'externe, et donc comment était perçue notre marque employeur, donc d'où le sujet central de la formation. Oui, donc vous avez commencé par faire un diagnostic justement de cette fameuse communication externe et interne. C'est ça, donc en fait, la première journée de la formation, donc, c'était sur le diagnostic interne de notre entreprise. Notre diagnostic interne, ça a été de voir déjà comment nos collaborateurs ils nous percevaient. Pour cela... Oui, pardon, je ne suis pas habituée. Oui, pour qu'on vous entende, il faut mettre le micro devant la bouche, sinon ça va être compliqué. C'est ça. Donc en fait, on a mis en place donc, en interne l'atelier qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place lors de notre comité QVT. On a profité de ce moment-là où on avait une représentativité de nos professionnels et de nos fonctions et de tous les niveaux à l'échelle de l'entreprise pour mettre en place cet atelier-là.
Donc, on ne l'a pas déployé sur, je crois que c'était 2-3 heures, je ne sais plus normalement combien le temps de l'atelier. Voilà. Mais on l'a déployé du coup en 1 heure parce que on a adapté vis-à-vis des impératifs planning. Et c'est vrai que ça a été vraiment très enrichissant. Donc, on l'a fait sous forme d'échanges, de discussions ouvertes. Donc, ça a permis de mettre en avant et de mettre en lumière nos atouts RH, notamment des éléments dont on ne se rendait pas compte à l'heure actuelle. Et aussi de mettre en lumière nos axes d'amélioration, bien sûr, notamment vis-à-vis de notre politique RH. Donc ça a permis de souligner des leviers sur lesquels on pouvait travailler et aussi des leviers sur lesquels justement on pouvait mettre en avant à l'externe vis-à-vis de la perception de nos collaborateurs en interne et ce sur quoi il fallait qu'on joue au maximum pour attirer des candidats. Et comment ils ont réagi? Voilà, ça a bien matché. Oui, ça a été très fluide et ça leur a énormément plu aussi en termes de reconnaissance, justement qu'on prenne leur avis sur le sujet. Donc ça a été très très bien perçu, oui. Sur la communication externe, ok, donc de la génération Z, vous avez mis en pratique un petit peu cette hyper-connectivité, d'aller les chercher un petit peu aussi sur Internet. Qu'est-ce qui s'est fait justement au niveau Oui, externe? alors justement au niveau du diagnostic, de savoir comment on était perçu à l'externe, pendant cette journée de formation, on s'est mis en sous-groupe et chacun, on s'est dit plus ou moins comment on percevait l'entreprise sans faire de recherche en amont. Et c'est là que d'ailleurs je me suis aperçue qu'on n'était pas très connus, notamment sous le nom d'Altriane, et qu'on manquait de cohérence vis-à-vis de la diversité de nos activités et qu'il y avait un travail à ce niveau-là. Du coup, à l'intercession, on a mis en place un questionnaire marque employeur qu'on a mis dans notre mail de bienvenue, donc à destination de tous les candidats. Et ça nous a permis de sonder justement comment l'on était perçu et de voir aussi qu'il y avait une nécessité de travailler sur cette cohérence globale vis-à-vis de nos activités. Donc c'est justement là qu'on voit que tout ce diagnostic en interne et cet état des lieux est très important pour commencer à bâtir notre politique d'attractivité, de fidélisation. Au niveau des offres d'emploi, il y a eu aussi une formation assez axée. Il y a eu une deuxième journée là-dessus, vraiment là-dessus, parce que l'écriture des offres d'emploi, c'est quand même très important. C'est ce que voit le candidat en premier. Donc, on avait déjà, nous, des offres d'emploi en fait, qui étaient constituées. Mais c'est vrai qu'on a pu voir justement comment les rendre plus attractives. Donc, on les a refaites et on les a publiées. Et c'est vrai que déjà, on a vu déjà là, un impact concernant le nombre de candidatures. Donc ça a été un vrai plus à ce niveau-là. Et après, je ne sais plus ce qu'on avait vu. Après, vous avez travaillé aussi peut-être avec des partenaires. Je sais qu'il y a France Travail, etc. aussi. Il y a aussi ces échanges-là qui ont eu lieu. Oui, alors en fait, on a aussi du coup revu parce que comme je pense beaucoup d'entre vous, on publie sur Indeed, France Travail, etc. Mais notre page employeur, on n'avait rien mis en tant que tel en évidence au niveau de notre marque employeur et c'est pourtant très important et d'ailleurs ils nous l'ont beaucoup démontré aussi lors de la formation. Donc on a aussi retravaillé tout ce descriptif, notamment en lien avec tout le diagnostic qu'on avait fait auparavant pour gagner en cohérence, pour mieux faire comprendre comment toutes les activités, la cohérence entre toutes nos activités. Et donc, finalement, c'est tout le cheminement du diagnostic jusqu'à cette étape-là de réalisation et de mise en avant de nos atouts RH, si je peux dire, grâce à l'identification qu'on a fait au préalable, qui a permis de gagner en attractivité vis-à-vis de nos offres d'emploi, de nos descriptifs sur nos job boards, de toutes les actions ensuite. Altriane a une page LinkedIn. Oui, alors nous, on avait la chance, du coup, contrairement aux autres structures, d'avoir déjà une page LinkedIn mise à jour. On a le service communication qui publie régulièrement. Donc tout ça, c'est vrai que ça n'a pas été un grand travail. Parmi les initiatives un petit peu originales, je vois qu'il y a la création d'une vidéo. Pourquoi cette vidéo? Comment elle a été faite? Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Justement, du coup, pendant, je crois, la seconde ou troisième journée de formation, il nous a été démontré l'importance de travailler avec ce format qui est quand même plus attractif et plus dynamique et qui parle aussi plus à la génération Z, justement. Donc, on a décidé de créer ce contenu-là. On a fait un format vidéo donc, pour présenter un format de vidéo métier, pour présenter, donc, pour appuyer notamment le métier d'opticien
opticien dans nos anciennes Écoutez Voir, parce que on avait aussi la nécessité à ce moment-là et on était un peu en pénurie de candidats. Donc oui, on a mis en place, donc on n'a pas encore les retombées, mais bon, on sait que c'est quand même le format qui marche sur les réseaux sociaux, donc ça a permis aussi d'impulser une nouvelle dynamique dans notre manière de communiquer. Au niveau bilan, voilà, quel est le bilan que vous faites de cette formation, de ce qui a été mis en place? De manière générale, au-delà de tous les outils déjà aussi qui sont proposés par la NAP, donc ça c'est un vrai plus, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien, aussi de s'inspirer aussi vis-à-vis des échanges, parce qu'il y a beaucoup d'échanges finalement entre les structures, et je vois que nous, on est quand même une structure, plutôt une grande structure, on a eu plus de 800 professionnels quand même sur tout l'Aveyron, et donc ça permet de se remettre en question aussi en discutant et en ayant le retour de structures plus petites et plus à taille humaine, avec plus cette dimension terrain. Donc finalement, oui, beaucoup de remises en question et aussi un regain d'énergie et de motivation sur le sujet. Chaque fois qu'on revenait de formation, moi je sais que j'ai discuté énormément, que ce soit avec ma supérieure, avec la DRH, de plein de choses qu'on pourrait mettre en place. Donc voilà, c'était un boost, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Juliette Boudon-Galtriane. On va passer le micro à Séverine Collen-Joannel, donc CCAS de Baraqueville. Peut-être un petit mot sur le CCAS, votre fonction aussi. Donc, le CCAS est l'établissement gestionnaire des deux autres établissements, la résidence Les Fontanilles et le SIAD de Baraqueville. Donc, moi, mes fonctions, je suis directrice adjointe du CCAS. Voilà. Alors, vous avez participé à cette formation? Effectivement, on a avec ma collaboratrice, la directrice générale, Madame Abibi, on a assisté donc à cette formation. Donc le but, en fait, c'était, nous déjà, nous rencontrons, comme tous les autres établissements, les difficultés de recrutement. Donc c'était de réfléchir sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, comment développer et aussi réajuster notre façon de fonctionner en tant que recruteur et de travailler sur notre marque employeur. Il y a eu différents ateliers. Les ateliers, c'était aussi pour impliquer le personnel, je Oui, suppose, tout parce à que c'est fait, de important, façon, forcément. participative. Donc, on a mené des ateliers qu'on a adaptés en fonction des contraintes du terrain, de l'organisation et des plannings. Donc, on a mené des ateliers au niveau de la résidence, différents petits ateliers en petits groupes, voilà, en fonction du personnel qui était disponible en poste sur les jours identifiés. Et puis, au niveau du SIAD, on a mené un atelier unique. Donc, par rapport à ces 4 items, on a travaillé dessus. Donc, une réflexion a été menée et on a pu faire émerger notre marque employeur et également différents outils. Donc, les différents outils, on a travaillé sur les valeurs de l'établissement, sur la charte de bientraitance et le protocole de bientraitance et de bienveillance en lien avec la prévention de la maltraitance. Et également sur le livret d'accueil du nouvel arrivant, voilà, qu'on a pu commencer à travailler. D'accord, le personnel était bien impliqué à Oui, proposer voilà, des idées. on s'est servi en fait avec toutes les idées. On a analysé et on a pu se servir en fonction des items de co-construire nos différents outils. Le bilan, donc, ça aboutit à des choses concrètes là déjà? Oui, ça a été positif parce qu'en fait, même entre chaque atelier, on s'est aperçu que les professionnels en discutaient aussi entre eux. Voilà, de ce qu'on pouvait faire véhiculer aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur nos valeurs. Voilà ce que ce qui nous réunit et ce qui est important de véhiculer à l'extérieur, de faire valoir de notre établissement. Il y a quoi comme outil là sur Internet? Je pense à ça parce que forcément on parlait de la génération Z hyper connectée, il faut aller la chercher, la capter sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que sur le CCAS de Baraqueville, vous êtes présent sur Internet? Alors on a retravaillé notre compte Facebook et également on a créé un compte LinkedIn.
D'accord, oui, oui. Voilà. On disait tout à l'heure que Facebook, c'est déjà peut-être le réseau social, Oui, un peu, peut-être des X, des Y. Mais voilà, il faut oui, 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 aller au moins sur LinkedIn, c'est ce que disait la NAP tout à l'heure. Pas de difficulté particulière au niveau du personnel. C'est surtout la disponibilité pour assister à Oui, ces c'est ça. ateliers. Voilà. Et ça a pu se mettre en place facilement. Oui, après, en créant des petits groupes, voilà, ça a permis de l'intégrer voilà, à notre mode de fonctionnement au niveau organisationnel. D'accord. Cette marque employeur aujourd'hui, voilà, elle est lancée. Il y a encore des choses à faire, je suppose. Eh bien, on continue, hein, puisque là, en fait, à l'issue de cette formation, on a rebondi sur une autre, voilà, qui est complémentaire. Et là, on a travaillé donc sur tout ce qui est accueil et intégration. Donc, avec la création aussi encore d'outils supplémentaires comme le protocole d'accueil et d'intégration, l'enquête à 1 mois de satisfaction du nouvel arrivant. Donc voilà, ça a permis de lancer une dynamique et on poursuit dans cette dynamique pour continuer à progresser et à avancer. D'accord. Très bien. Il y aura peut-être les questions après. On va continuer sur les témoignages. On va passer le micro donc à Corinne Delagne, qui est donc de la résidence de l'EHPAD de la Montagnie à Lugan. Peut-être un petit mot aussi sur l'EHPAD, voilà, pour savoir un petit peu sa dimension, voilà, et puis votre fonction aussi, Corinne Delagne. Donc moi, Corinne Delagne, directrice d'une structure de 40 lits, donc toute petite, dans le bled perdu au fin fond de... qui peut être à la fois un point très positif et un point très négatif, notamment en termes de recrutement. Donc moi, j'ai eu l'occasion de participer à cette formation du conseil départemental qui était fort intéressante. Pour la mise en pratique, j'ai un peu décalé parce que malheureusement, premier semestre, j'étais en pleine évaluation sur ma structure, donc nous avions d'autres groupes de travail sur d'autres missions et d'autres objectifs. Mais je ne regrette pas parce que la conférence de Madame Soulier ce matin, pour moi, est très constructive, m'explique beaucoup de choses. Et même si Facebook est dépassé, on a quand même des générations X et Y dans la structure. Donc, il ne faut pas les oublier. Oui, il faut conserver Facebook, mais aller un peu plus loin voilà, sur d'autres réseaux. Et puis, il faut réfléchir surtout sur les possibilités de fracture entre ces générations XY et la génération Z qui arrive, où il y a une incompréhension pour moi qui suis une vieille de la vieille, mais une incompréhension aussi de nos équipes qui sont, elles, là depuis longtemps dans la structure et qui ont du mal à fonctionner avec ces jeunes qui arrivent et ces nouvelles missions, ces nouvelles motivations professionnelles qui ne correspondent pas toujours aux nôtres. Du coup, oui, il faut s'adapter voilà, à cette génération Z. Dans cet atelier, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait justement pour aller capter, essayer de fidéliser aussi cette génération Z? Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de trop de recrutement depuis 6 mois, donc je n'ai pas forcément mis en pratique, si ce n'est que j'ai créé le LinkedIn, il n'y a pas de souci. On a pris des billes, et ça c'est intéressant, d'outils de la NAP, qui comme ça peuvent paraître un peu barbares, mais qui en utilisation sont relativement très faciles à mettre en œuvre pour faire réagir les équipes. Parce que souvent, effectivement, les timides ou celles qui ne sont que fonction ASH ne se sentent pas valorisées ou ne se sentent pas reconnues. Et c'est vrai que ces moyens-là nous permettent de faire parler tout le monde. Donc, et d'avoir l'avis de tout le monde. Donc, nous, on a mis en place des groupes qui vont attaquer là, au mois d'octobre. Par contre, on a déjà retravaillé sur la procédure d'accueil du salarié, la remise en question au bout d'un mois, le tutorat, les ambassadeurs, le livret d'accueil. Donc, on est en train de nourrir tous ces outils. La problématique majeure que je vois au quotidien, c'est que, contrairement à Trial, aux manettes, il n'y a que moi. Donc, je n'ai pas d'RH, je n'ai pas de service communication. Mais j'ai une adjointe qui est génération, alors elle n'est pas Z, elle est Y, voilà, donc ça va.
Au niveau des ateliers, c'était aussi facile d'organiser ça ou c'était un peu compliqué de trouver des créneaux, notamment horaires, de trouver des personnes disponibles pour ces ateliers? Je regarde mes collègues directeurs d'établissement, on court après le temps, on court après la gestion des équipes. Alors, nous, on les met en place là. J'ai du monde qui s'est inscrit parce que je laisse libre cours à chacun de s'inscrire sur les ateliers qu'on a mis en place. Donc, vraiment, la mise en œuvre, ça va être d'ici 15 jours. Donc, il faudra que je revienne pour vous en parler. Oui, c'est une sorte de planning. Après, voilà, il faut regarder ça, évidemment. L'éloignement géographique, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. C'est vraiment un souci, cette génération Z. Pourtant, on l'entend, elle est mobile. Mais voilà, comment vous vivez sur le terrain? Alors, j'ai la chance d'avoir tous les postes pourvus dans la structure. Je ne sais pas comment, parce qu'on est vraiment perdu. Donc, je pense qu'il y a l'image de la structure qui est aussi intéressante. Et là, on y a travaillé aussi, c'est-à-dire de définir notre identité positive. On se sert de ce qui, dans un premier temps, peut être négatif, l'éloignement, la petite structure, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de services, pas beaucoup de responsables, que ça tient quasiment qu'à une tête. Mais bon, on joue là-dessus et ça marche. On publie, on fait des articles de presse, tout ça. Donc, je pense qu'aussi, c'est un moyen de se faire connaître. Et pour l'instant, ça fonctionne. Oui, il y a des retours positifs. Oui. Et du style des gens qui viennent vous voir, qui prennent des renseignements. Oui, je suis surprise quand les fois où j'ai besoin de salariés, je suis surprise de l'ensemble des réponses que je peux avoir. D'accord, donc c'est voilà, plutôt positif. Même si on est un peu éloigné, voilà, ça fonctionne quand même. J'ai la chance d'être une petite structure de 40 lits et je crois que ça joue beaucoup. D'accord, ouais. On va passer le micro aux deux dernières intervenantes. Nathalie Escure, Yolène Galva, donc de la résidence du pays Cap de Naqua. Peut-être un petit mot aussi juste pour présenter l'établissement et vos fonctions. Donc, je suis Nathalie Escure, je suis directrice adjointe donc, au centre hospitalier de Figeac. Nous avons en direction commune la résidence Roger Jalin à Morse sur le Cantal et donc la résidence du pays Cap de Naqua sur l'Aveyron, 135 lits, un SIAD de 25 places et un portage de repas. Donc effectivement, nous sommes une structure, on va dire, moyenne entre les différents participants et qui nous permet effectivement de pouvoir faire quand même des choses un peu plus facilement. Et votre voisine, un petit mot sur votre fonction aussi. Oui, Yolène Galva, donc adjointe de direction à la résidence du pays Cap de Naqua. D'accord. Alors vous avez fait un petit diaporama, donc on va le regarder ensemble, vous allez le commenter, et notamment voilà, sur le pourquoi de participer à ces ateliers. Alors, comme beaucoup d'établissements, effectivement, nous avons un problème de recrutement, de turnover important. Pour dire, c'est la première année depuis 20 ans que je suis directrice où je fais l'appel à l'intérim. Jusque-là, on arrivait toujours à recruter, remplacer. Là, ça devient compliqué. Donc, on s'est dit, il faut qu'on travaille sur aussi le recrutement, la fidélisation des agents et montrer l'image de la maison de retraite parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses, mais on ne communiquait pas dessus. Ni en interne suffisamment, ni côté externe. On n'avait qu'une page Facebook, donc là, on s'est amélioré. Et donc voilà, c'était montrer la résidence, montrer tout ce qu'on fait. La communication, oui, c'est important. Donc, communication peut-être déjà interne pour commencer. Oui, donc on a participé comme tous donc au fameux atelier sur l'attractivité, la fidélisation, l'atelier où on avait à peu près donc une quinzaine de participants. On avait ouvert à toutes les fonctions, tous les métiers, que ce soit le jour, la nuit, l'administration. Il y avait bien sûr tout le CODIR, la qualiticienne, et on a travaillé donc sur nos forces et nos faiblesses. À partir de là, on a travaillé aussi sur la cartographie, donc sur connaître notre territoire et également travailler sur la promesse employeur, sur la marque employeur et travailler sur un plan d'action derrière. C'était quand même assez suivi. Je vois qu'il y a une quinzaine de participants, donc ça n'a pas été dur de les motiver à assister à ces ateliers.
Absolument pas. On travaille tout le temps dans ce genre de processus projet sur plein de choses. Donc, chaque fois qu'on demande une participation, les gens s'y prennent, viennent de manière assez spontanée. Et même ceux qui n'ont pas pu venir, ils avaient produit un écrit. D'accord. Sur les réseaux sociaux, on va en dire un petit mot parce que voilà, c'est important. On sait que voilà, cette génération Z, elle est présente sur les réseaux sociaux, donc il faut absolument être présent. Qu'est-ce que vous avez réalisé autour des réseaux sociaux pendant ces ateliers et ensuite? Alors, la formation nous a permis de comprendre un petit peu l'intérêt des réseaux sociaux. On a abordé la question des générations X, Y, Z pour comprendre un peu ce mix de personnes que nous avons dans nos établissements. Et donc, pour nous, Nathalie Escure et moi-même, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit attractif sur la toile. Donc, sur les conseils de nos formateurs, nous avons donc créé une page LinkedIn. Donc, on a fait les choses de façon intuitive. On vous avait mis des photos de notre page, mais bon, on vous invite à nous suivre. Nous avons 43 abonnés. C'est bien, parce que justement, il faut oui. partager, liker, enfin, Voilà. aller sur Ça, c'est ces entre nous réseaux. qu'on se serre les coudes. Donc, sans formation a priori, Nathalie Escure donc, est devenue community manager. Elle publie, on pense systématiquement à faire des photos de ce qu'on fait. Donc, on a publié des photos sur les plats, les animations, voilà. Donc, ça devient de plus en plus un automatisme. On est visible. Hier, on finissait donc un cursus de formation justement sur le processus d'intégration. Et en discutant avec Juliette, elle disait que bon, elle était plutôt sur Indeed. Donc, Nathalie Escure et moi-même, on s'est dit, bon, ben ça y est, on va créer un compte Indeed. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être visible dans tous les... sur la toile, on va dire, complètement. Et puis, autre objectif qu'on s'était fixé, c'est finaliser notre site Internet. Donc, depuis quelques mois, il était en construction. Et pareil, comme c'est l'une des fenêtres de visibilité de nos structures, donc on s'y est activé depuis quelques semaines et on pense le mettre en ligne prochainement. Donc, D'accord. pour ça, pareil, on est devenu photographe, rédactrice, donc pour pouvoir, avec les outils qu'ils nous ont donnés, cibler un public, parler jeunes. Voilà, dans la formation, on a appris à créer des annonces. Donc, du coup, on est devenu, on a changé notre façon d'écrire. C'est plus nous recrutons, on dit tu es jeune, tu veux rejoindre une équipe dynamique, voilà. Et du coup, ça porte ses fruits parce que on est un peu plus dans l'air du temps, on va dire. Oui, depuis que LinkedIn a été créé, là, la page de votre établissement, il y a eu des interactions justement avec des candidats potentiels? Tout à fait. Même nos salariés ont réagi en disant oui, je travaille à la résidence du Pays de Cap de Naqua, donc voilà, ils en sont fiers. Voilà. Et juste une petite question, parce que voilà, vous avez parlé de community manager, d'écrire des annonces, de faire des photos. Voilà, ça veut dire qu'il y a du travail derrière, ça veut dire qu'il y a du temps aussi. C'est facile de se dégager du temps pour ça? Non, pas vraiment. Mais du coup, on se donne une matinée, on fait des photos, on essaye de... C'est pas grand-chose, hein, on va dire. En termes de temps, il faut se donner à peu près une journée pour pouvoir... Enfin, il faut respecter les thématiques, comme le disait tout à l'heure Aurélien, un poste par jour, par semaine. Et voilà. Donc, on n'est pas encore au stade de nos collègues d'Altriane. Mais par contre, l'une des retombées qu'on a constatées, c'est que quand on a travaillé sur l'atelier, on a impliqué le personnel sur notre problématique d'attractivité. On en a beaucoup parlé.
Et du coup, ils sont devenus par eux-mêmes des ambassadeurs de notre structure. Et on a une aide-soignante qui a déjà upgradé 3 personnes. Donc, du coup, c'est aussi, en dehors des réseaux sociaux, le bouche à oreille et la façon dont chacun s'identifie au sein de son établissement qui peut permettre d'attirer du personnel. Oui, de motiver les personnels d'être ambassadeurs de son établissement. Voilà, oui, ça fonctionne aussi parce que la confiance peut-être se fait aussi beaucoup mieux comme ça, voilà, de personne à personne. Et ça fonctionne aussi. Parmi les retombées également, on a parlé voilà, des supports RH. Il y a d'autres choses. Vous pouvez aussi aller peut-être encore plus loin. Déjà, ça vous convient ce que vous avez fait? Ah ben, non, on se remet à jour. Donc, on retravaille notre livret d'accueil pour qu'il soit un peu moins lourd et plus attractif à lire. On a aussi, on est en train de revoir notre politique RH dans sa globalité. Je ne cache pas que l'intervention de Madame Soulier m'a interpellée sur la question notamment de la valorisation salariale et autres. Comme ce sont des personnes qui passent, nous, ma génération, on fait des carrières, on attend d'être titulaires, ensuite d'avoir les primes. Peut-être qu'il va falloir vraiment qu'on adapte aussi nos outils d'attractivité à la génération qui arrive. Oui, l'adaptation, je pense que c'est voilà, quelque chose forcément qu'il faut faire pour attirer et fidéliser ces personnes, cette génération Z. Alors, on a à la fois les experts de l'ANAP qui sont toujours avec nous et puis donc nos témoins qui sont ici, qui ont participé à cette formation. C'est l'occasion de leur poser des questions. Est-ce qu'il y a donc voilà, des questions, des réactions dans la salle? Non, pas forcément. Sur l'ANAP, voilà, anap.fr, vous pouvez voilà, vous connecter, demander aussi à Séverine Raffi de la plateforme des métiers de l'autonomie, peut-être d'avoir voilà, toutes les infos sur la formation. Elle peut encore être réalisée. Je m'adresse aux experts de l'ANAP. Il y a encore des créneaux disponibles pour cette formation? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, pas de créneau formalisé, mais si des établissements souhaitent se lancer dans l'aventure, effectivement, il faut nous écrire et on instruira la demande, mais c'est une formation qu'on est en capacité de dupliquer sous réserve effectivement d'un go de la direction générale de l'ANAP. Et plutôt pour un groupe d'établissements. Oui, pour un groupe d'établissements. Un peu enfin, la même chose que ce qu'on a déjà fait avec le premier groupe. Ensuite, on a parlé de l'ouverture un petit peu voilà, sur les candidats potentiels, portes ouvertes, voilà, ça continue. Peut-être venir tester les métiers, venir voir directement sur place, voilà, se donner envie, voilà, se continue aussi dans vos établissements. Je ne sais pas qui veut répondre. Il y a des choses aussi qui se font et qui continuent de se faire parce que ça fonctionnait bien. Alors, hop, le micro, on va commencer par le pays. Oui, donc effectivement, on continue toujours cette dynamique. On avait déjà mis en place depuis longtemps les Vie Ma Vie. On travaille avec France Travail sur les ateliers où ils peuvent venir en stage 15 jours pour découvrir le métier, voir si après ils vont poursuivre ou pas. Non, on continue constamment cette dynamique et on essaye toujours effectivement d'adapter à la personne le processus aussi d'intégration, de leur faire une journée type. Et là, nous aussi, on va travailler là-dessus sur la journée d'intégration, la semaine d'intégration. D'accord. Peut-être au niveau de Altriane aussi, il y a des choses qui continuent, qui fonctionnent et voilà, et qu'il faut encore continuer à proposer. Oui, du coup, là, on a suivi hier, d'ailleurs, la dernière session de formation sur l'intégration. Donc là, nous, on est en train de refonter tout notre parcours d'intégration. On a un gros projet de digitalisation à ce niveau-là aussi. Et après, ce qu'on essaye de maintenir, c'est une dynamique sur le fait de mettre en avant davantage à l'externe ce qu'on fait en interne. Et par exemple, là, on est en train de mettre en avant des témoignages de nos parcours de nos collaborateurs à l'externe, et c'est quelque chose qu'on va faire de manière régulière et qu'on va essayer de faire perdurer. Donc voilà, toujours dans cet esprit.
D'accord. Sur la mobilité, peut-être il y a peut-être des choses qui se font. D'ailleurs, je crois, Altriane, je crois qu'il y a les véhicules que les salariés peuvent garder, c'est ça il me Alors semble. non, mais on a des véhicules de service. Et hop là, non? Oui, on a des Voilà. véhicules de service, mais pas fonctionnels, mais de service, oui. Donc après, Oui, sur ces véhicules-là, je crois qu'ils pouvaient les utiliser sur le temps personnel. Et il me semble, hein, pour avoir suivi cette info-là il y a quelques temps. oui. Alors on me fait signe là-bas que oui. Voilà, bon, mais je suis plus au fait, mais Oui, oui. de temps en temps, je vais chez Altriane faire des interviews voilà, pour la radio. Donc c'est pour ça que ce souvenir voilà, m'est revenu. Lorsque vous accueillez des candidats et qui sont peut-être embauchés, un tutorat, des personnes ressources voilà, qui les guident aussi. Ça permet, on parlait du CARE tout à l'heure, bah, voilà, là, du coup, elles se sentent prises en compte, suivies. Voilà, il faut les chouchouter, ces personnes de la génération X. Donc, il faut aller jusqu'au bout du bout et, voilà, et faire en sorte qu'elles se sentent bien, avoir toujours une personne avec qui discuter, avec qui être, passer du temps. Eh bien, on a justement nous, ce système de tutorat-là. Et justement, toujours dans l'idée de s'adapter à la jeune génération, c'est quelque chose qu'on ne mettait pas en avant dans nos offres d'emploi ni lors de l'entretien de recrutement. Et c'est quelque chose qu'on essaye de davantage communiquer aussi sur le fait qu'ils seront accompagnés parce que on sait que c'est une attente aussi particulièrement de la génération Z. Donc voilà. Voilà, je vais poser quelques questions, mais voilà, peut-être ça vous a donné des idées de questions. Pas de questions dans la salle, non? Après, pareil, au niveau du buffet, ça sera l'occasion de discuter aussi voilà, sur ces sujets-là. Merci beaucoup. On va vous laisser aller rejoindre vos places et on va terminer avec la dernière partie donc, de cette matinée. Voilà, je vais reprendre le micro pour le donner à Séverine Raffi, donc chargée de mission de cette plateforme de l'autonomie. On va revenir sur les actions en cours et sur les actions à venir. Vous voulez commencer par la semaine de l'autonomie qui arrive là au mois de novembre? Exactement. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce qu'on m'a dit qu'il y avait l'estomac qui appelait certains X, a priori. Du coup, on va terminer juste pour faire un petit peu le point sur les actions en cours, notamment effectivement la semaine des métiers de l'autonomie qui est en train de se préparer avec déjà certains partenaires, notamment les lycées Foch, Kerb, La Découverte et Vaxerg, ainsi qu'avec France Travail. Donc on a commencé à y travailler, ça se déroulera cette année. Alors c'est un peu plus qu'une semaine, on a un peu triché parce que l'année dernière il y avait eu trop d'événements, trop concentrés. Donc on est sur 2 semaines, on va dire presque, du 3 au 14 novembre, puisqu'au milieu il y a le 11 novembre. On est donc toujours sur les différentes thématiques, les portes ouvertes dans les établissements, la possibilité d'aller découvrir les métiers pour des lycéens, pour la mission locale, pour des demandeurs d'emploi. Mais on est aussi sur des ciné-débats. On est en train d'organiser 4 ciné-débats qui auront lieu à Rodez, à Espalion, à Decazeville et à Saint-Afrique. Donc voilà, tout ça se prépare. Vous allez recevoir tous les établissements et les partenaires un mail d'information pour vous permettre de vous y associer. C'est vrai qu'on a un petit peu anticipé avec les lycées pour pouvoir être au point assez rapidement pour cette date-là. Voilà pour la semaine des métiers de l'autonomie. Et ensuite, il y a une formation, action, accueil, intégration des nouveaux collaborateurs qui arrivent aussi. Alors, on en a beaucoup parlé là parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle faisait complètement le lien avec le travail sur la marque employeur et qu'on a eu à peu près les mêmes établissements, même s'il y en a eu en plus ou en moins. Donc, cette formation sur la question de l'accueil et de l'intégration des nouveaux collaborateurs était effectivement très importante. Elle était remontée dans le cadre du diagnostic de par les partenaires, que ce soit les personnes qui accompagnent les personnes en insertion ou que ce soit effectivement les agences d'intérim. On avait eu quand même pas mal de remontées de ce côté-là sur l'importance de cet accueil. Le volet Génération Z vient se rajouter là-dedans. Donc, on a travaillé avec une intervenante, Madame Quartero, sur effectivement 3 jours d'atelier. Comme c'est le même principe, on est sur le format de la formation action, donc avec des ateliers qui permettent entre deux de mettre en pratique directement dans l'établissement. Donc, on a terminé juste hier. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous proposer justement, pour ceux qui n'ont pas pu participer,
un guide des bonnes pratiques qui vous permettra de voir qu'est-ce qu'on a mis en avant dans le cadre de ces questions d'accueil et d'intégration, qu'est-ce qui est important. On a aussi réfléchi sur comment on pouvait mettre en place un réseau des ambassadeurs qui soient des personnes, des salariés ressources dans les établissements pour venir parler des métiers dans les événements des partenaires notamment. Voilà, donc ça, on partagera ces retours prochainement avec vous, en tout cas d'ici la fin de l'année. Ensuite, il y a les clubs RH locaux également. Alors, les clubs RH locaux, on a eu une première réunion en début d'été. J'ai travaillé sur les comptes rendus. Je n'ai pas encore tout à fait terminé. On va revenir vers vous. On aura une deuxième réunion qui aura lieu d'ici la fin de l'année où on associera les partenaires, notamment les partenaires de l'emploi, de la formation, dans le cadre notamment des comités locaux de l'emploi, pour effectivement partager le diagnostic que vous avez fait sur vos problématiques emploi, attractivité au sein des établissements, avec le diagnostic de ces partenaires sur l'emploi et sur la formation au niveau des 6 territoires, puisqu'on a découpé le département en 6 territoires pour aborder ces questions de l'attractivité des métiers. Donc du coup voilà, c'est quelque chose aussi qui va arriver d'ici la fin de l'année, au mois de novembre, certainement après la semaine des métiers, on attaquera on poursuivra la réflexion sur les actions à mettre en œuvre localement. Et puis, il faudra faire le bilan de cette expérimentation également d'ici la fin de l'année, puisqu'on sait que ça arrive à échéance au mois de décembre. Voilà, exactement. Donc, du coup, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, vous avez les QR codes, mais j'ai aussi quelques exemplaires papier pour les réfractaires sur les QR codes. Ça peut arriver, on n'est pas tous toujours bien équipés. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir me demander le questionnaire papier. Vous avez des QR codes là pour répondre et participer à ce bilan. Effectivement, la plateforme des métiers, elle se termine normalement. L'expérimentation telle qu'elle se termine à la fin de l'année. Donc, on va faire aussi le bilan avec les partenaires dans le cadre du COPIL. Donc, je vous invite aussi à participer pour nous dire ce que vous avez trouvé intéressant ou pas, puisque ça nous aidera aussi à avancer sur ces questions-là. Il est quand même important de signaler que la CNSA a fait, elle, une évaluation. C'était le principal partenaire financier à l'échelle nationale, d'une quinzaine de plateformes de la même sorte que la nôtre. Et du coup, ce bilan étant plutôt positif, la CNSA va certainement proposer de poursuivre la démarche avec un format qui reste à définir. Donc du coup, voilà, on est vraiment sur l'alimentation. On a besoin d'avoir vos retours pour nous, en tant que partenaires locaux, savoir si on poursuit ces actions et comment on les poursuit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager le QR code aussi et à remplir. Il y a 3-4 questions, c'est rapide. Voilà, je vous ai tout dit. Et comme je disais tout à l'heure, vous restez disponible évidemment s'il y a bien sûr. des questions sur tout ce qui s'est dit ici, voilà, et puis d'autres questions aussi. Vous restez disponible. Et ouverte aussi à d'autres actions, même si c'est la fin de l'année, il nous reste encore quelques mois, mais voilà, ouverte à éventuellement construire de nouvelles actions. Il y en a quelques-unes avec France Travail qui sont en discussion, mais voilà, ça se construit au jour le jour. Voilà, donc on va vous inviter du coup à rejoindre le buffet. Vous savez où ça se trouve, je vais ouvrir là, c'est plus facile. On va couper par la terrasse et à droite. Et on peut aussi passer par l'intérieur. Il y a les 2 accès qui sont possibles. En tout cas, merci pour votre participation et à bientôt sur d'autres actions.